quand le mot est trop évident et que en plus le business évolue dans un secteur où l'État met son nez. En gros, un mot trop évident, t'as tout le monde qui le comprend. Et quand t'as tout le monde qui a compris le mot évident, bah, tout le monde veut sa part. Salut Barnabé, salut Mathieu, ça va? Salut les gars, c'est un plaisir d'être là avec vous. Et Je connais un peu bonjour. le concept, mais je vais découvrir ça du coup. Bah écoute, plaisir de te recevoir. Moi c'est vrai que Oui, je suis ta bienvenue. chaîne de loin depuis pas mal de temps. C'est vrai que alors je pense que tu dois être dans la même situation, mais quand tu crées du contenu finance sur YouTube, t'as tendance à plus regarder ce qui se fait ailleurs. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, moi, j'entends parler de vous, mais via la commu quoi, en fait, en Ouais. disant ah tiens bah lui aussi il a regardé cette action-là, il en pense ça, et du coup c'est enrichissant parce qu'on n'a pas forcément toujours les mêmes points de vue et mais c'est vrai que je regarde plus du tout quasiment de contenu. En fait, je pense qu'on est saoulé par YouTube. Pareil. Moi, je regarde, je sais pas pourquoi vous dites ça. Ah ouais? Non mais T'as c'est le temps de c'est regarder encore? Non, pas des masses. J'avoue que là, c'est tendu. En plus, j'ai eu un problème dans ma salle de sous-sol. Donc là, depuis une semaine, j'éponge de l'eau. ah Ah mince. Voilà. Là, j'ai eu la chance de m'acheter une maison qui avait un sous-sol un peu sympa. Et j'avais prévu d'en faire une salle de sport, tu vois, parce que bon, investir c'est bien, mais en général, ça veut dire que tu seras plus riche dans le futur. Ben, une des parties importantes, c'est par exemple de pas être mort dans le futur, tu vois, sinon ça sert à rien. Donc la santé fait partie de ma stratégie. Et je m'étais fait une petite salle de sport. Maintenant, je suis quand même un gros feignant. Et donc, comme toutes les salles de sport, bah, c'est devenu une salle où il y avait après une télé, puis après un gros canapé, et puis après un gros spa. Voilà, et le spa s'est percé il y a 3 jours, et j'ai épongé la pièce. Voilà, donc ça fait 3 jours que j'ai eu plutôt des travaux que du divertissement. Ouais. Ouais. Ah oui, bah ouais, Ça arrive. sympa. C'est les joies de l'immobilier. Voilà, j'ai du capex Du Capex. à C'est le sauna envoyer qui. pour entretenir le, le business. Tout à fait. Bah écoute, Barnabé, déjà, peut-être que tu peux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Où est-ce qu'on Qui peut te devrait être rare retrouver? d'ailleurs. Oui, effectivement, parce que ta chaîne commence à être assez importante. Mais donc, où te retrouver et de quoi est-ce que tu parles généralement Bah, ça va rejoindre un petit peu ce que vous faites, hein, je pense. Du coup, moi, je suis sur YouTube principalement et je fais de l'analyse fondamentale, je fais du suivi de portefeuille. Enfin voilà, je montre un peu mon petit parcours d'investisseur particulier. Ok, Eh ben, bienvenue au club. Euh, tout à On est fait. nombreux à Bah, faire ça. on voilà, vous mettra de seriez toute chez nous comme à façon, la maison. c'est ça, on mettra le lien de ta chaîne YouTube en description pour ceux qui veulent te retrouver. Et du coup, tu as commencé ça il y a combien de temps? Alors, en fait, moi, je suis enseignant en école de commerce. D'accord. Et à la base, à la Tu- toute base, la jeunesse de la chaîne, c'est des vidéos sur mes cours. Donc, tu vas avoir du marketing, tu vas avoir de la chaîne d'approvisionnement. Je pense que tu peux encore retrouver ça sur les premières vidéos de la chaîne. Et un, un an après le Covid, je pense 2022, ouais, 2021-2022, j'ai commencé à faire du suivi de portefeuille. Tu sais, je suivais Sébastien Coubard, Hmm. tous ces gars-là. Et ça m'a donné envie. Et petit à petit, ça a commencé à prendre. J'ai commencé à pouvoir échanger avec des gens. Donc voilà, ça a commencé comme ça et ça doit faire ouais 2 ans que je fais ça un peu plus sérieusement. Et l'école en question, tu veux garder la discrétion sur laquelle c'est ou tu veux qu'on en parle un peu? Ça peut être un sujet Ouais, intéressant en sur 5 fait, j'ai minutes. fait beaucoup. Moi, je suis à la frontière suisse. D'accord. Mhm, Du coup, j'ai fait du HEC Lausanne un petit peu. mhm. Aujourd'hui, mes activités font que c'est compliqué d'aller bosser à Lausanne parce qu'en gros, c'est de l'autre côté du lac Léman. Je sais pas si vous situez un petit Hmm. peu. Donc là, je bosse dans une petite école privée en France qui a ouvert un bachelor. Euh, voilà, c'est à Abondance. Enfin, c'est vraiment tout petit patelin pour le coup. J'ai 10 élèves. Enfin, c'est très Abondance, détendu. c'est le Et c'est fromage une école d'ailleurs. diplômante. C'est C'est exactement ça, ouais. C'est la vallée d'Abondance, donc fromage d'Abondance. Moi, j'habite dans ce coin-là.
D'accord, donc l'abondance, c'est le comté ou le gruyère qui n'a pas le droit de s'appeler comme ça, c'est ça? Mais c'est une vraie appellation, abondance. Il y a de l'histoire derrière, les gars. Non, mais je Le sais, mais comté à côté. pour, pour que les gens remettent. Mon frère a ouvert une épicerie fine, il vend énormément de fromage, hein. Il a fait le comptoir fromage et viande. Et il a des fromages raclette de Savoie. Alors apparemment, depuis 5 ans, tu as le concours de champion du monde du fromage de raclette, tout ce genre de choses. Et c'est devenu un vrai délire. Le fromage de luxe en France, ça se vend super cher. Et il y a tout un délire autour de la raclette. Et le secret, c'est que mon frère en vend plus en été qu'en hiver. Et Ok. ça vit. Ouais, parce qu'en fait, tu as énormément d'expats français. Je crois qu'on est monté à 2 millions, 3 millions, 4 millions d'expats. Et ils rentrent en France en été. En plus, pour ceux qui sont dans l'hémisphère sud, du coup, l'été, c'est l'hiver et compagnie. Et chaque fois qu'ils rentrent, en fait, ils n'ont pas vu un morceau de fromage depuis un an. Et ils se font une raclette au 15 août, quoi. Voilà, c'est le cycle de vie du fromage a complètement changé, comme dans pas mal de business. C'est rigolo, quoi, Puis, d'avoir des infos comme en ça. termes d'agriculture, enfin, en tout cas en Haute-Savoie, quand tu regardes les agriculteurs de Haute-Savoie, ils sont clairement plus riches que des agriculteurs qui font du blé ou d'autres céréales, parce qu'effectivement, ils ont monté un vrai business autour de ça. Il y a du storytelling, enfin, il y a tout ce que tu veux, et du coup, économiquement, ça fonctionne vraiment bien par rapport aux agriculteurs. Je sais pas si tu vois en Haute-Marne, enfin, Eh Diagonale du ouais, Vide, tout ça, c'est des agriculteurs qui sont beaucoup moins aisés. tout Alors à que fait. chez nous, c'est les plus riches du coin, quoi. Bah, si tu veux, je pense que là, tu as un vrai sujet d'analyse business parce que, en fait, quand tu regardes ça, les gars en général qui s'en sortent, ils se sont mis à essayer de contrôler la chaîne de valeur de A à Z. Et en fait, ce que tu dis, c'est qu'ils sont allés jusqu'à la production de fromage et jusqu'au marketing et compagnie. Et je crois que, par exemple, dans la grande distribution où tous les marges sont écrasées, t'as quand même les mecs qui font du poulet, ils s'en sortent mieux que les autres. Parce que souvent, ils ont monté Père Dodu, les nuggets, ils ont fait des dizaines de produits finis. Fleury Euh, Michon, ouais, tous ces trucs-là. Exactement, ouais. Et c'est vrai que ceux qui s'en sortent le moins, c'est ceux qui sont restés au marché de commodité, bon, à faire de la céréale vendue à la tonne, ou C'est quoi, alors c'est tous les gars. LDC? LDC, non, sur PEA, là, qui fonctionne bien, je crois, qui Ouais, performe c'est pas ça. mal. Ah, je connais Ouais, pas ouais, ça. tout à fait. Ouais. Moi, Ouais. j'aurais bien aimé trouver Lactalis, je les ai jamais trouvés, ceux qui contrôlent tout le fromage en France. Je sais pas s'ils Ouais, seront jamais je vois les cotés. camions passer, moi, à côté de ça. Ouais, LDC, c'est exactement ce genre de boîte-là. Ouais. Le ticker, c'est Loup, Loup, je crois. D'accord. C'est quoi le pitch de la boîte? Ça performe super bien. Bien, je crois qu'eux, ils ont des marques, ouais, un peu comme Fleury Michon. Enfin, bon, je Ah, connais pas Fleury très Michon, très bien les autres. LDC-SA, ils sont effectivement. stand-alone, hein. Moi, j'avais pris du Fleury Ouais, Michon il y a 4 ans. J'ai fait 10% en 2 ans. ok. Moi, j'avais mis 500 balles, Ben, c'était ridicule. LDC, c'est c'est quand même 15% par an de CAGR et une surperformance de 8% par rapport au S&P 500 sur les 5 dernières années. Donc effectivement, écoute, ça... Je la trouve pas. t'as trouvé ça comme ça, là, ces données-là? Bon, on a fait un soft de fou, bah ouais, Barnabé. sur Bagger, tu tapes Lou, L-O-U-P dans la barre de recherche, tu tapes le ticker, t'y es en... T'as toutes ces infos-là. Ok, Ah très non, Ah mais sympa. ouais, mais attends, mais il faudra qu'on te fasse une présentation de Bagger alors. Moi, je veux une démo. J'en entends parler et c'est vrai que ça a l'air sympa. Mais ouais, du coup, ce genre de petite boîte-là sur lequel moi, j'ai jamais trop osé investir et qui finalement, ben, performe super bien parce il y a une efficacité opérationnelle qui est Ouais. intéressante. Il y a plein de choses là, je crois, depuis le Covid, hein, quasiment Bah ça. écoute, ils ont, tu vois, ils ont Le Gaulois, Maître Coq, Fermier, les voilà. poulets fermiers loués. Ils ont aussi des repas prêts à consommer, pizza, plats exotiques, sandwich, crêpes. C'est pas Marie, je crois, ou des choses comme ça. Je me Si, demande, ils avaient pas racheté ça il y a ils ont quelques temps, hein. Marie et Tradition d'Asie, Ah je bah vois dans les je savais marques pas là. qu'ils étaient cotés. Tu vois, je t'ai mentionné cet exemple en me disant Ouais. qu'ils bossaient bien dans le poulet et je savais pas qu'il y avait cette boîte. Et d'ailleurs, il y a au moins 28 abonnés chez nous. Non, mais Ouais. écoute, voilà, première trouvaille de ce matin. On n'avait pas prévu forcément de sujet, ben on en a un. Morale de L'agriculture l'histoire. française, la Ouais. chaîne de valeur de. De toute façon, en France, tu as la bouffe et tu as LVMH, hein. C'est sûr que si Oui, si c'est vrai tu que veux c'est pas des investir. secteurs auxquels enfin, quand tu cherches du high quality, du growth, des choses comme ça, c'est pas forcément le genre de secteur vers lesquels tu vas. Ah Et ben, morale, ben, investissez sur la volaille, quoi, ça ça fonctionne peut bien. être pas mal. Mais moi, il y a un truc qui me gêne, parce que je regarde beaucoup ça, justement, quand tu dis c'est pas du gros et compagnie, moi je regarde surtout ce que je comprends.
Euh, et ça veut pas dire que je comprends mieux le poulet qu'autre chose. Comme je disais, j'avais pris une position dans ASTS, un truc de satellite là, qui va faire la connexion à la 5G. Je sais pas si tu en as entendu parler. Un petit peu, ouais. Euh, donc moi vraiment c'est comprendre le truc et c'est vrai qu'il y a des trucs que de suite tu as l'impression que tu vas comprendre. La bouffe, les boissons, Netflix, des trucs plus monopolistiques, le train, tout ça tu as l'impression que bon, si tu creuses un peu tu vas finir par comprendre. Et je m'étais fait quand même la remarque parce que souvent tu te dis si je prends quelque chose dans la bouffe, est-ce que tout n'est pas aussi bien que Coca-Cola? Et j'en suis venu à la conclusion que, en fait, il y a quand même un gros sujet sur la distribution. Parce que si tu veux des marques comme ça, le gros problème que ça me pose, et c'est pour ça que j'étais sorti de Fleury Michon, c'est qu'ils sont tous chez Super U, quoi. Super U, Leclerc, Auchan. Et en fait, t'as rien d'autre. Mais quand tu vas chez Lidl, ils y sont pas. Quand tu vas dans les petits commerces locaux, ils y sont pas. Et depuis, je me suis quand même rajouté un critère sur ces sujets-là, faciles à comprendre, en mode ça peut être intéressant, qui est la diversité des canaux de distribution, parce que par exemple sur le ketchup Heinz, bah, tu en as au moins deux. Tu as 30% du chiffre d'affaires, c'est les dosettes pour les McDo et les Burger King. 30%? Ouais, Purée. c'est 30% sur le C'est ketchup, énorme. pas sur tout ce qu'ils distribuent. Et en fait, le king de ça, c'est Coca, quoi. Coca, tu en as partout. Coca, Mm. t'en as dans ton distributeur d'entreprise, t'en as au bar, t'en as au restaurant, t'en as n'importe où tu vas où il y a quelqu'un qui vend quelque chose, t'en as dans les stades, t'en as. Dès qu'il y a une buvette, il y a du Coca, quoi. Et du coup, peut-être que l'un des défauts majeurs de ces boîtes, c'est quand même cette fragilité de la chaîne de distribution, qui est trop concentrée. Et en plus, dans la grande distribution, t'as toute l'histoire de la concurrence du low cost, des marques distributeurs et compagnie. Donc c'est la seule chose qui me freine un peu sur des boîtes comme LDC que là je découvre, où je me dis, bon, t'as quand même une fragilité, je sais pas trop ce que ça donne dans 10 ans, puis après t'as les gens qui ont les... Enfin, ça dépend de tellement de choses. Les gens, ils vont plus en ville, plus à la campagne. À la campagne, t'as des méga supermarchés, mais qu'est-ce que ça va être la bagnole dans 10 ans? Enfin, c'est vraiment compliqué à savoir comment ça va finir cette histoire de distribution comparé à un Ricard ou à un Coca qui est vraiment distribué partout, quoi, dans plein d'endroits différents. Voilà, c'était Tout à fait. une Mais en tout cas, réflexion que je m'étais faite récemment. pour revenir rapidement sur LDC, tu vois, par exemple, sur l'analyse de Moat qui est faite dans l'application Bayer, il en identifie 3 avantages de coût, forcément économie d'échelle, Ouais, économie actifs d'échelle. intangibles avec les marques comme le Gaulois, Maître Coq, mais ça, tu vois, je suis moins convaincu parce que je pense que en vrai, les gens s'en foutent, t'achètes juste le moins cher dans ces cas-là. Ouais, quand tu regardes tes Euh, cordons bleus, est-ce que tu vas... Il y a une question, il y a une notion d'image, mais je suis pas sûr que ouais, ce soit vraiment là pour le coup un avantage concurrentiel. ouais, exactement. Mais Ouais, tu par sais, contre, les le gens qui plus... sont sur le price sensitive, c'est 20%, hein. Sur le Ok. ketchup, t'as 20% des consommateurs Hmm. qui vont au moins cher, mais 80% des consommateurs sont loyaux à une marque. Ouais, pas moi. Pour... Pour le Moi coup. non plus. Mais tu vois, par contre, Non, mais vous l'êtes, mais vous en rendez pas compte. le plus important, c'est le marché efficient, tu sais, le fameux efficient scale. Donc là, par exemple, il dit que dans le marché du poulet en France, LDC a une position dominante avec 40% de part de marché et qu'en fait, tu peux pas avoir de nouvel entrant parce que tu es obligé d'avoir une certaine taille opérationnelle pour être rentable et que du coup, le marché est complètement verrouillé. Donc, C'est intéressant, ça. assez intéressant comme boîte. Tiens, et en fait, on a trouvé un bon sujet là, parce qu'il il y a plein de sous-sujets à discuter. Non, mais comme quoi. Mais c'est vrai que Euh, c'est un peu la guerre. Là, on parlait des distributeurs, on parlait de. Mais quand tu regardes par exemple du Super U, il y a vraiment une guerre vis-à-vis des fournisseurs, les prix fournisseurs, etc. Tu prends un exemple tout bête, mais par exemple les cartes Pokémon. Il y a un sacré sujet là-dessus. ah, Et c'est ouais, insupportable les cartes Pokémon. donc là, les prix arrêtent pas de monter. Et en fait, tu as vraiment une guerre au niveau des fournisseurs parce que justement, bah, tout le monde veut être fourni. Là, c'était Noël. Donc justement, bah, c'est la grosse période. Ils savent qu'ils font des marges sur les cartes Pokémon parce que le prix est passé, je te dis une bêtise, mais le prix a dû augmenter peut-être de 25% là, même sur les grandes surfaces qui avaient un petit peu tenu sur la spéculation. Finalement, ils ont aussi fait exploser les prix. Et il y en a qui n'arrivent pas à se fournir, et du coup, c'est la guerre. Tout le monde est en train d'essayer de négocier avec les fournisseurs, quitte à payer un petit peu plus cher,
pour avoir du stock pour Noël. Et du coup, il y a une vraie question, pas que au niveau effectivement du fait que tout soit disponible partout, mais aussi au niveau du fait juste de se fournir. Il y avait aussi le truc de Squeezie, la Ciao Kombucha. Ça a aussi Hmm. été un sujet. Il y a des gros enjeux là-dessus, et c'est vrai que si tu comprends pas tous ces enjeux-là, c'est Mm. difficile de se positionner sur une boîte, quoi. Le problème, petit aparté sur les cartes Pokémon, là où c'est scandaleux, c'est que les cartes Pokémon, en fait, font un carton sur un flou juridique. Mais moi, si j'étais régulateur, pas que je sois pro-régulation ou machin, mais j'interdirais ça au moins de 18 ans. Parce qu'en fait, ils ont monté un business qui relève du jeu de chance, de la Française des Jeux. C'est-à-dire C'est vrai. qu'ils te vendent C'est du que loto, ouais. tu peux tomber sur la carte qui vaut des millions. Et en fait, c'est eux qui ont initié à la base la valeur de la carte en la rachetant. Enfin, je te dis pour schématiser, mais si tu donnes artificiellement une valeur à la carte la plus rare en étant toi l'éditeur et en la rachetant d'occasion à 100 000 euros, d'un coup, en fait, tu crées chez les gosses un sentiment de jeu d'argent, comme quoi ils vont tomber sur quelque chose de rare avec leurs 3 euros d'argent de poche. Oui, Et tout le comme mécanisme fonctionne comme du jeu d'argent, donc c'est scandaleux. Et il y avait eu la même chose sur les cartes, c'était encore pire avec Electronic Arts, sur les cartes ouais, dans les joueurs jeux dans vidéo, FIFA et compagnie, là. t'avais FIFA, t'as aussi les skins, tu sais, dans les Fortnite, les Fortnite, trucs comme Ouais. ça, t'as plein ouais, T'ouvres ta d'économies. boîte et au hasard, tu vas tomber soit sur c'est un du jeu truc d'argent. légendaire, soit sur un Exactement. truc. C'est du jeu d'argent, Mais c'est de alors l'addiction, d'ailleurs, il y a plus, quoi. anecdote sur les cartes Pokémon, alors vous en ferez ce que vous voulez, mais j'étais à Paris là hier avant-hier, et dans le métro, j'ai vu un jeune, je sais pas, il devait avoir peut-être 10-12 ans, il achetait des cartes Pokémon à 3 euros sur AliExpress, des packs de cartes Pokémon à 3 euros sur AliExpress. Alors je le voyais à côté de moi, il était sur AliExpress en train de scroller. Ouais, Donc visiblement, il y a beaucoup de contrefaçons bah dessus, mais bon, évidemment. écoute. Mais pour en revenir à la distribution, il y a un sujet très important. On en a déjà parlé, Hugo a trouvé dans la chaîne de valeur l'acteur qui a l'avantage concurrentiel qui fait que bon, il contrôle un point névralgique de la chaîne de distribution et c'est lui qui rafle tout. Mm. Donc dans l'histoire, t'as deux mecs qui ont fait fortune au XXe siècle sur deux stratégies différentes. Tu avais Hugo Stinnes, qui était un Allemand aux alentours des deux grandes guerres mondiales, où lui avait sécurisé la chaîne du charbon en verticale, hein, donc du début à la fin. Et lui, il a fait un carton parce que l'époque était ultra inflationniste. Et lui, en maîtrisant la chaîne globale, s'était retrouvé le plus riche d'Allemagne ou d'Europe C'est en lui qui contrôlait contrôlant. ses prix, quoi. Ouais, voilà. Et la deuxième stratégie la plus connue, c'est le contrôle horizontal d'un sujet avec Rockefeller qui lui avait contrôlé les raffineries dans la chaîne de valeur du pétrole. Raffinerie et distribution avec les barils. À un moment donné, il avait mis au tapis ses concurrents en achetant l'usine qui fabriquait les barils et il les vendait plus aux autres. Donc les autres, ils avaient du pétrole mais ne pouvaient plus le distribuer. Donc ça te fait ces deux trucs qui sont les deux méthodes historiques pour qu'un business fasse un peu la razzia. Et tu as quand même Buffett et Charlie Munger qui t'ont expliqué à un moment donné que eux, ils étaient contre ça pour la pérennité finale, parce qu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Hugo Stinnes, il s'est retrouvé dans une espèce de pyramide d'emprunts liée sur l'inflation, enfin, qui était remboursée par l'inflation, sauf que quand l'inflation s'est arrêtée, tout s'est écroulé et ses héritiers ont tout perdu parce que tout était financé par la dette. Donc ça a fini mal à cause de ça, et Rockefeller, ça a fini mal par démantèlement de sa position de monopole, qui à un moment donné est tellement évidente que tu te fais dégommer par le régulateur. Et les amis Buffett et Munger ont expliqué très souvent qu'ils estimaient qu'un bon business pérenne était un business qui avait deux caractéristiques. La première, c'est que l'avantage économique du business était le meilleur, ça on peut revenir dessus. Et surtout que tout le monde était gagnant, qu'il n'y avait pas quelqu'un dans la chaîne qui était abusé. Et en fait, dans la grande distribution, tu as quand même le concept des centrales d'achat.
où tu as un abus qui se place un peu en monopole sur un nœud névralgique de grossistes des distributeurs. Et je crois que tu as vraiment des histoires, par exemple, si tu ouvres un Carrefour Market ou un Carrefour City, tu te retrouves obligé d'acheter les produits que tu vends À la centrale, ouais. à la centrale. Et quand les mecs ils comparent par rapport aux Indiens qui ouvrent des épiceries où ils font le business d'approvisionnement eux-mêmes, en fait les prix à la centrale d'achat c'est x4. Et tous les mecs ils ouvrent les Carrefour City, à la fin ils sont au SMIC, quoi. Donc Ouais, ouais, moi je trouve ça c'est pas pas pérenne. ouais, c'est pas le genre de business où tu gagnes beaucoup. Et puis souvent, tu as un petit fixe et Ouais. après, tu as un pourcentage du chiffre d'affaires, ça tourne autour de 5-6%, ça dépend comment tu négocies. Mais du coup, c'est des gars qui ont la pression Ah oui. et qui, en plus de ça, ben, sont dans une situation où c'est compliqué, quoi. Ils ont pas trop de marge de manœuvre. Donc, eux, ouais, ces gars-là, nous, il y en a pas mal, tu sais, enfin, dans les stations de montagne, t'as pas mal ce genre de choses. Alors, eux, ils ont un avantage, c'est qu'ils peuvent jouer sur les prix plus que, par exemple, je dis une bêtise, mais à Paris ou en banlieue parisienne ou autre. Donc, eux, ils ont un avantage, donc ils arrivent à s'en sortir un petit peu. Mais un gars qui ouvre, je sais pas, à Bourg-en-Bresse, sa supérette, je pense que c'est pas une situation évidente, quoi. Oui, tu as quelqu'un dans la chaîne qui est abusé par quelqu'un d'autre dans la chaîne de valeur qui a la position dominante. Ben, après, c'est tout ce qu'on connaît. On le voit aux infos non-stop avec les grossistes sur les centrales d'achat. Donc en amont, ils abusent un peu sur les mecs qui vont distribuer en leur vendant les articles catalogue chers. Et en aval, ils expliquent. Bon, je me suis peut-être trompé sur l'amont et à l'aval, mais on s'en fout. Les mecs qui vendent du lait, ils vendent du lait à Lactalis à 30 centimes, ça couvre à peine Oui, leur c'est coût. ça. C'est peut-être 60 centimes, mais enfin voilà quoi. Dans tout le milieu agricole, tu as l'histoire des coopératives agricoles là, qui rachètent les productions des agriculteurs à prix complètement dérisoire en fait. Ouais, Et tout est au en fait, rabais. du Ouais. coup, t'as pas le choix parce que c'est un monopole, donc tu es obligé de leur vendre. Euh, Du coup, pour concurrencer ça, tu vois, nous ici, moi, il y a une ferme en bas de chez moi. Eux, ils créent des plus petites coopératives et ils ont ce qu'on appelle, je pense que vous connaissez, mais des fruitières. Je sais pas si Oui, vous oui, tout à fait. connaissez ça. En je gros, crois pas. c'est une coopérative agricole. Donc, tu as, je sais pas, les 5 fermes autour d'Abondance qui ont une coopérative et ils créent eux-mêmes leur fromage. Ce qui fait que c'est eux qui, en fait, c'est Ils comme ce qu'on bypassent. disait tout à l'heure, ils contrôlent toute la chaîne de Ouais. valeur de A à B, donc de la naissance de la vache jusqu'à la vente du fromage. Et donc, ils ont généralement un local où ils vendent leur fromage avec une caissière. Et du coup, tu as 4-5 fermes différentes qui se regroupent justement Ouais, ouais. pour contrôler toute la chaîne de valeur, quoi. Et là, Ouais. ça marche. Et là, Et là, tu ça fais un peu de blé, ouais. Sinon, c'est compliqué, ouais. Ouais, mais surtout que si t'as un segment un peu plus premium avec du storytelling, de la marque un peu plus marche. forte, etc., Un c'est là label où. ou une chose Ouais. comme ça. C'est là que tu Ouais. fais un peu la différence. Mais du coup, ça devient des vrais businessmen, nous, ici. Ouais, Ils bah, sont tant mieux calés. pour eux. Bah, Félicitations. bah, de toute façon. On les appelle les Savoyards ou c'est des gens du Jura? T'es dans quel coin exactement? Moi, je suis en Haute-Savoie, ouais. Donc, T'es en je suis de l'autre Haute-Savoie, ouais. côté. Je suis de l'autre D'accord. côté. Et ça marche. Je crois que le Jura, ça marche pas trop mal aussi. Je pense ils ont leur appellation. Ils ont pas le Mont d'Or dans le Ouais, Mont d'Or, Jura qui marche exactement. bien, Ouais, ouais. ouais. Et c'est vrai que si t'achètes ton Mont d'Or, je sais pas où vous habitez où, mais à Carrefour. Loin du Jura, tu le payes super cher. Tu vas dans le Jura, tu l'achètes directement à la coopérative, donc à la fruitière. Là, tu le payes quand même vachement moins cher. Et eux, en fait, tout le monde est gagnant parce que toi, tu le payes moins cher. Eux, ils passent par moins d'intermédiaires, donc la marge pour eux, elle est plus intéressante, même s'ils Hmm. vendent le produit moins cher. Et donc, ouais, ils essayent de se débrouiller comme ça, mais c'est bien parce que du coup, ça met un peu un petit coup de pied dans la fourmilière quand même, quoi. Ouais, en Corrèze, on a un peu le même principe. Nous, c'est surtout le Cantal ou le Saint-Nectaire Ouais, dans cette région-là. Et ouais, je dirais, deux grosses fabriques qui monopolisent un peu tout ça. T'as Duroux et t'as Bonal. T'en as une qui est située à Mauriac, je crois. Et l'autre en Corrèze, je sais plus dans quel coin. Mais pareil, le fromage, tu vas l'acheter directement chez eux, tu le payes peut-être 15 euros le kilo. ouais, Tu c'est prends ça. le même à Paris, tu vas le payer 25 euros le kilo. Euh, ouais, et puis. Ouais. Après, le souci dans ces trucs-là, donc tu as ce souci de concentration de la distribution dans certaines grandes surfaces de vente.
Tu as le souci de la chaîne de distribution, enfin la chaîne de production de valeur qui est abusée par un acteur en position dominante. Et puis après, tu as quand même un souci qui tombe une fois tous les 10 ans de l'État qui débarque et qui met le haut là sur ce qu'on appelle l'entente sur les prix. Alors ça, on avait eu donc pas dans le poulet, je me rappelle pas l'avoir vu dans le poulet, ni dans le fromage, on l'avait vu sur Spanghero, je crois, la viande. Non, ou alors Spanghero, c'était le cheval dans les lasagnes. Je sais Non, ça plus ce que c'était c'était. Findus. Mais t'as un Indus, côté ouais. où voilà, t'as le côté où les mecs ils bypassent la promesse de faire de la bouffe qu'ils t'ont dit qu'ils faisaient alors que c'est pas ce qu'il y a dedans. Et t'as le côté où ils se font tomber sur la gueule pour entendre sur les prix, ce qui est interdit par les lois sur la concurrence. Donc ça fait plein de risques dans ces business. Donc c'est vrai que sur le côté en bourse, je suis un peu frileux parce que tu comprends jamais où en est l'acteur de ces histoires et de ces risques. Par contre, je suis assez pour dans le business privé sur le modèle que tu as présenté Barnabé où les gars s'organisent entre eux pour faire un petit truc dans leur coin et il n'y a pas de souci, tu gagnes très bien ta vie comme ça. Après, c'est peut-être moins le sujet pour les gens qui nous écoutent, l'entrepreneuriat en business privé. Tout à Bon, fait. voilà. Mais du coup, d'ailleurs, toi, Barnabé, si tu devais résumer ta stratégie ou ton style d'investissement, tu penses que tu le qualifierais comment? Fouillis? Non. Ah, bienvenue au club. Ah bah, en fait, je discutais de ça récemment avec un abonné, mais c'est vrai que vous me direz d'ailleurs si c'est votre cas, euh, en tant que créateur de contenu, tu investis pour toi, mais tu as une autre notion qui, moi, me parle quand même un petit peu, c'est que bah, il faut quand même créer du contenu. Et du coup, j'ai trois portefeuilles et j'en ai un sur lequel je m'amuse et je partage ça sur la chaîne. Mais voilà, c'est moi parce que du coup, bah, je crée du contenu et parce que aujourd'hui, ben, j'en fais tellement que je peux m'amuser là-dessus, tu vois. Mais globalement, j'ai une stratégie long terme sur PEA, par exemple. J'ai une stratégie long terme. J'ai de l'ETF, donc World, Emerging Market. J'ai un peu de Nasdaq pour surpondérer. Donc, stratégie un peu de fonds, pilier quoi, de portefeuille. En Et après, pourcentage j'ai du PEA, beaucoup. ça pèse combien ça? Alors À la louche, aujourd'hui, en c'est ETF. pareil, tu vois. On a deux PEA parce qu'il y a moi et ma conjointe. Donc aujourd'hui, je pense que ça doit représenter beaucoup moins qu'avant. Donc ça doit faire à peu près 30%. Hmm. Euh, 30% des PEA. Sachant que quand j'ai débuté, c'était beaucoup plus, parce que je faisais moins de stock picking. Mais Euh, ça, c'est le gros problème du stock picking, c'est que quand tu mets le doigt dedans, t'arrives plus à acheter des ETF. ouais, ouais. J'essaye de me fixer quand même, de mettre au moins 500 euros par mois sur des ETF. Pas forcément automatiquement, mais je devrais, parce que comme ça, tu fermes un petit peu le cerveau. Mais j'ai du mal, ouais. Hmm. J'ai du mal carrément parce que ces 500 euros-là, t'aimerais bien les mettre sur, je sais pas, une de tes convictions qui a un peu baissé. Tu trouves pas ça forcément justifié. Donc tu dis, ah, je remettrais bien 500 euros sur le dossier. Mais bon, j'essaye de m'y tenir. Et sinon, globalement, j'ai des actions de long terme de qualité, dividendes croissants. Et puis j'ai ma petite checklist, un peu de mots. Et puis après, je regarde beaucoup les ratios en fonda, les marges. Je regarde Hmm. beaucoup le cash flow. Le cash flow statement, j'aime bien savoir où va l'argent de l'entreprise. Puis ça colle pas mal à ce que j'enseigne. Donc, c'est vrai que je Hmm. suis beaucoup parti de ça, beaucoup parti des ratios en termes de fondamentaux, en termes de rentabilité. Donc, j'ai toujours cette grosse trame-là, on va dire. Et ce qui me fait investir sur, bah, j'ai euh, j'ai des actions que j'ai depuis longtemps. J'ai du Schneider, Oh, j'ai des excellent. boîtes un peu comme ça. Je pense que vous visualisez bien le type de boîte que ça peut être. Ouais. Et du coup, sur le reste de la stratégie, là, on essaye de développer un peu les plus petites boîtes. Du coup, ben, il y a eu LDC récemment, on en avait parlé un peu. Je regarde des boîtes comme Equasense, même si aujourd'hui je suis pas investi Ah oui. dessus, parce que je trouve que le secteur pharma, ça va pas dans le bon sens, et justement, c'est en lien avec la distribution. Donc, je suis pas investi dessus, mais je regarde ce genre de boîte. Il y a Votum aussi, je sais pas si vous connaissez, une boîte polonaise. Ouais, de Euh, nom.
c'est des boîtes que je regarde et j'essaye de développer un peu ça, un peu la partie plus mid et small caps, un peu à la indépendance AM, des Hmm. choses comme ça. Je suis pas encore très calé, donc j'y vais un peu à tâtons. Mais j'aimerais bien. Je trouve que c'est amusant aussi d'aller sur des plus petites boîtes, essayer de comprendre comment ça fonctionne, ce genre de choses. Ok, ouais, carrément. Et sur la partie large cap, du coup, si tu devais faire ton top 3 des plus grosses convictions, ça serait quoi en ce moment? Bah, j'irais sur CTO. Ouais. Donc ce serait plus pour le coup des boîtes américaines. En fait, c'est assez simple, hein. Les trois plus grosses positions de mon portefeuille, c'est Alphabet Ah, que bienvenue au club. j'ai. Ouais. Bah du coup j'ai déchargé. Je me suis pris un peu. Enfin, les gens ont pas compris, mais j'ai déchargé un peu Alphabet parce que là, c'était vraiment une position prédominante sur mon portefeuille. Elle était 2 fois plus grosse que MSCI, qui est ma deuxième position. Ah, Euh, j'hésite d'ailleurs à renforcer en ce moment. MSCI, c'est quoi? MSCI, C'est ouais, comme moi aussi. Standard Poor's Global? C'est quoi le MSCI? C'est un MSCI, indice? c'est Morgan Stanley. Et je sais plus, j'ai plus les deux autres noms, mais en Et gros, qu'est-ce qu'ils c'est un font? Ils vendent de la spin-off. data, ils vendent de la note, ils font quoi? Exactement, donc c'est un spin-off de Morgan Stanley qui vend du software et de l'indice. Donc en fait, Ouais. ils émettent et ils vendent les indices MSCI World, MSCI Emerging Market, tous les indices MSCI. Mm. Donc ils perçoivent des frais de la part des fournisseurs d'ETF, donc iShares, Vanguard, etc., qui versent des frais à MSCI pour utiliser les indices d'MSCI dans leurs ETF. Et ensuite, ils vendent du software. Ils ont pas mal de software, notamment sur tout ce qui est ESG, notation ESG. Oh, Ils ont un quelle peu des horreur. terminaux style terminal Bloomberg, Ouais. etc. Et ils font aussi de la gestion de fonds un peu plus spécifique. Je crois qu'ils font aussi de la gestion de fonds en direct. Donc ils ont des fonds, ils ont des stratégies pour les institutionnels, des trucs comme ça où ils investissent pour toi. Donc, tu as SGPI, MSCI et Moody's, c'est les trois concurrents du secteur? Alors MSCI ils font pas tout ce qui est notation de crédit. Ouais. D'accord. Mais sur l'émission d'indices, ouais, t'as S&P Global et MSCI, c'est les deux plus gros. Ouais, Mm, mm. Ok. Ouais, c'est ça. Après, Moody's, le concurrent, ça va plutôt être Fair Isaac. Je sais pas si vous voyez aussi. ouais, tout à fait. FICO. Enfin, Ouais. mais du coup, ils ont des choses qui se ressemblent, mais pour le coup, ouais, je pense qu'il faut bien distinguer S&P, MSCI et du coup Moody's et Fair Isaac. Et je suis d'accord avec toi, ouais, j'hésite aussi à recharger, même si du coup c'est la deuxième position du portefeuille. Là, je trouve que elle revient sur des niveaux qui Mm. qui sont cohérents. Moi, c'est ce que j'aime bien, tu vois, une boîte de qualité sur le long terme qui a du potentiel et qui est sur des niveaux cohérents, pas sur des boîtes qui ont des centres PER ou des choses comme Hmm. ça, quoi. Ouais, Ouais, exactement. Puis MSCI, tu sais que les indices seront toujours là dans Mm. 30 ans, donc le Mm. moat, il est assez, ouais, mais assez je suis plutôt impressionnant, quoi. pour les mecs qui vendent du Notation? credit ratings. Ah, ok. Ok. Mais c'est un choix personnel. Mais si tu veux, ça relève de on peut faire un parallèle avec le poulet. Euh, T'as une notion, moi, que j'aime bien, qui est je l'ai mentionné rapidement, c'était euh, the economics of the business, comme dirait Warren Buffett. Si tu veux, dans le train, tu as une notion de monopole liée au fait que pas grand monde va construire une voie ferrée à côté de la tienne si c'est toi qui la possèdes. Mais c'est pas l'essentiel parce que tu pourrais être concurrencé par l'avion et compagnie, tu vois. Donc tu as quand même une notion entre l'avion et le train qui est que quoi que tu fasses, le moins cher pour faire circuler des marchandises, c'est le train. Parce que en fait, quand tu fais le calcul de la tonne transportée par kilomètre ramenée au coût du train, c'est là que tu as le prix mini et tu l'auras jamais dans l'avion. Inversement, quand tu es un passager qui veut voyager, le train pour traverser la France, à l'époque c'était les trains de nuit, et tu mettais 8 heures. Bon, après ça s'est accéléré avec le TGV.
Par contre, l'avion t'amène où tu veux dans le monde en un minimum de temps. Et donc le passager, l'avantage économique de l'avion, il est pour le passager. Puis tu as Ryanair et tu feras jamais mieux en termes de coût pour faire des kilomètres en tant que passager. Et le train, tu feras jamais mieux en termes de coût pour transporter des marchandises. Et encore ça, c'est sur la terre parce que le coût absolu de transport des marchandises au rabais, c'est les supertankers de containers qui font qu'aujourd'hui, n'importe quel produit qui arrive de Chine euh, est peut-être incrémenté d'un quart de centime euh, par rapport à son coût de navigation, quoi. Ça n'a vraiment aucun effet de surcoût de mettre quelque chose dans un container et de le faire voyager par l'océan. Et le poulet, moi, ce que j'aime bien, quand j'avais regardé ça, et je ne savais pas que LDC était la boîte la mieux positionnée, c'est que c'est la protéine la moins chère. Donc tu as un côté où, C'est pas entre l'œuf. guillemets, le consommateur qui veut bouffer de la protéine, si tu bouffes du bœuf, je sais pas ce que c'est le prix du kilo du bœuf Le en ce prix moment. des œufs a vachement augmenté, surtout aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, c'est la Mais folie, pareil, sur les œufs. je me Ouais. demande si c'est pas encore l'œuf. Ah, c'est possible. Bah, C'est pas cher quand même, les entre œufs 20 et encore, en tout cas en 35 France. centimes, suivant que tu prends de l'œuf de batterie Ouais. ou Ouais, de après, l'œuf ça de dépend plein ouais, air. de. Je sais que Mais c'était 4 euros l'avantage la boîte d'œufs. un Hein. des gros avantages compétitifs qu'il faut regarder, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, le poulet, c'est le moins cher. Mm. Donc, quand les gens doivent arbitrer dans leur portefeuille entre acheter un steak, même s'ils préfèrent la pièce de bœuf par rapport à la cuisse de poulet, ben, en fait, quand l'économie se tend un peu ou quand il y a de l'inflation, tu as tout le monde qui vire vers le poulet. Et ça, en ce moment, tu le vois énormément. Tu vois énormément de baisse des ventes côté bœuf et énormément d'augmentation des ventes côté poulet. Alors, il y en a qui disent que c'est par rapport aux préférences, mais il y a quand même un énorme côté économique. Ah bah bien Et ça, sûr. c'est important de surveiller que le business dans lequel tu achètes a l'avantage des basiques économiques avec lui. Mm. Je regardais un truc là, du coup. Enfin, pour revenir à MSCI, tu as aussi Nasdaq qui est coté et qui surperforme là sur les 5 dernières années. Si tu regardes sur 20 ans, bah, MSCI a une très belle performance, mais depuis 2021, ça stagne un petit peu. Ouais. Et tu as aussi Nasdaq là qui performe bien sur les 5 dernières années. Tu vois, tu as MSCI qui a 30% et tu as Nasdaq qui a 124% de perf sur les 5 dernières années. Qu'est-ce que t'appelles Nasdaq? L'indice, hein? Le TF Ouais, mais Nasdaq? du coup, ils sont cotés Non, aussi, Nasdaq. la Oui, on est boîte d'accord, mais là, tu l'as d'entreprise corrigé du Nasdaq, taux de ouais. change ou tu l'as pris en face Là, value? je te parle de la performance en bourse de Ouais, Nasdaq et de MSCI différents. Et non, les deux sont en dollars. les deux sont... Ouais, parce qu'il y a quand même eu Euh, cette année énormément ouais. de gens qui ont découvert que plus 15% sur le SP 500, ça fait que 3% quand le dollar s'effondre. Tous ceux qui ont investi en 2020, quoi. Tous ceux qui ont investi au Covid, là, ouais, le taux de change, ça a été une belle découverte, je pense. Ah Exactement. oui, oui, ça c'est... Mais Donc, d'ailleurs, pour faire euh, un petit topo là sur ce que tu viens de dire, Nasdaq, je pense Mathieu qu'il faudrait qu'on fasse. On a prévu de faire un podcast sur les ferroviaires, mais il faut absolument qu'on fasse un podcast sur les bourses parce que je trouve que c'est un sujet passionnant. Ouais. Et tu as un monopole qui est imprenable en fait dans les Euronext, sociétés boursières. c'est. Voilà, que ce soit du Euronext, du Deutsche Börse en Europe, Mm. du London Stock Exchange. Je sais qu'elle s'est faite massacrer aussi en bourse et je la regardais fut un temps. Je pense qu'il faudrait que je me repose dessus parce que c'est une boîte qui a des fondamentaux qui, mine de rien, sont pas dégueux euh, et qui est assez décotée en ce moment. Donc voilà, t'as London Stock Exchange, t'as Nasdaq, t'as aussi ICE, donc qui possède le NYSE. T'as CME Group qui possède la bourse de Chicago. Enfin bref, t'as tout un panel comme ça de bourses. T'as Singapour, t'as la boîte qui possède la bourse de Singapour, t'as la bourse de Hong Kong aussi. Enfin bref, je pense que c'est des boîtes qui ont vraiment un Des avantage modèles économiques, compétitif ouais, qui sont intéressants. imprenable, quoi. Parce que Ouais. tout à fait. Après, je pense que t'auras pas les... Enfin, ça, aujourd'hui, je crois que tout le monde l'a compris. Les derniers survivants qui font de la croissance, c'est les big tech américaines. C'est d'ailleurs incroyable que des boîtes à la taille qu'elles ont, euh, comme Google, continuent à faire des plus 20% sur les bénéfices à la taille que ça a atteint. C'est complètement délirant. Donc ces boîtes que tu mentionnes là sur la bourse, évidemment que le moat est certainement imprenable. Je pourrais être d'accord avec toi sur le concept.
mais tu n'auras pas forcément de la croissance folle. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que si tu veux, quand le mote est trop évident, et que en plus le business évolue dans un secteur où l'État met son nez, euh, en gros, un mot trop évident, t'as tout le monde qui le comprend. Et quand t'as tout le monde qui a compris le mot évident, bah, tout le monde veut sa part. Ça fait Et penser à Française des Jeux, ça. Hein. oui, voilà. Donc quand il est trop évident. Alors t'as les deux cas. T'as le cas Française des Jeux machin où donc l'État va te dire. Alors t'as l'alcool aussi, les taxes sur l'alcool, où l'État va te dire que sous prétexte de réguler, en fait ils vont prendre énormément en taxes ou en prenant le contrôle des choses. Et puis quand en plus tu as une partie industrielle comme avec le ferroviaire ou la RATP, tu as aussi les employés qui montent des syndicats surpuissants et qui vont revendiquer une part d'autant plus grosse des bénéfices de l'entreprise par effet de syndicats, quoi. Mais en gros, le monopole que tout le monde comprend, tu as beaucoup de gens qui tapent à la porte pour prendre ta part et tout le monde sait, ou peut-être les gens ne le savent pas, mais que quand tu es actionnaire, tu es en bas de la liste des gens inscrits au passif, puisque le passif d'une entreprise est organisé de haut en bas avec la précédence de qui peut revendiquer quelque chose sur le business. Donc en premier, tu as toujours les employés qui sont servis en premier Ouais. par les salaires ou par quoi que ce soit. Puis tu as les fournisseurs en dette courante qui peuvent revendiquer d'être payés. Puis tu as les banques avec les dettes long terme et tu as l'actionnaire en dernier. Donc il faut quand même être conscient que nous, petits actionnaires, on a un vrai problème sur la chaîne alimentaire, c'est qu'on n'est pas les requins, quoi. On est les derniers servis. Et du coup, c'est vrai que sur des trucs de type bourse ultra régulés, je pense que faut acheter à une bonne décote parce que tu seras toujours servi en dernier. Et si tu l'achètes au prix, bah, tu feras 6-7%, quoi. Ou au mieux, hein, si tu fais pas 4, quoi. Ça, c'est ma réflexion sur ces sujets-là, un peu trop évident et un peu trop dans la main d'institutions qui font que bah, c'est pas toi qui va grailler, quoi. Mais ça, Voilà. tu le Mais c'est vois. pareil avec les régies des eaux, avec tous ces trucs-là où l'actionnaire gagne sa vie, mais il fait 6%, quoi. Alors, sur les bourses, moi, de celles que j'avais analysées, effectivement, alors, t'arrivais quand même à battre le S&P 500 avec la plupart hein, sur les Ah ouais? dernières années. Mais tu as des gros risques de régulation, Eh oui. notamment chez Euronext, tu l'as eu plusieurs fois. Ils ont essayé de fusionner avec le NYSE. Il y avait Mm. NYSE Euronext dans 2012, je crois. Puis ils se sont fait taper dessus par la régulation, du coup ils se sont séparés. Ensuite ils ont essayé de fusionner avec Deutsche Börse, ou je sais plus si c'est Deutsche Börse et le London Stock Exchange. Pareil, régulation, ils se sont fait taper, ils se sont séparés. Donc tu peux quand même avoir... alors tu as une croissance organique qui va être quand même assez modérée, parce que t'as pas non plus une croissance organique incroyable sur ces business, et la croissance externe est quand même assez limitée par la régulation, quoi. Puis là, Mm. Euronext, ils ont déjà grappillé une grosse partie de la croissance externe, quoi. Parce Eh qu'ils oui. ils se sont déjà positionnés un peu partout. Et tu vois, je vois, ouais, t'es sur du 7%, quoi, en Oui, c'est ça. organique. Mm. Ouais, ouais. Et puis est-ce qu'il reste beaucoup À à Euronext, récupérer? ils Ils ont ont déjà déjà fait le bien ménage, hein. remué le marché, là, je crois. Ouais, Il donc y a plus 40 000 bourses à acheter, quoi. Après, Ah, ouais, t'en as une par pays, allez, peut-être deux si t'es les États-Unis, mais c'est tout, quoi. Mm. ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça, ça à prendre en compte aussi, ouais. Mais c'est vrai que sur la partie, quand on parlait des MSCI et compagnie, là où moi j'aime bien la partie credit rating, c'est que je trouve que c'est pas disruptable euh, Ouais. dans le sens où ça fait partie de la nature humaine de, de vouloir te décharger d'une responsabilité. Donc en fait, toutes les banques et toutes les institutions financières qui vendent des produits adorent se décharger de la responsabilité du risque en disant nous on vous vend des produits notés tel grade par Moody's, etc., etc. Et cetera. Et quand tout était parti en biberine en 2008 parce que en fait ils avaient fait la titrisation, donc ils avaient mixé dans les dettes
Ils avaient mis une partie de dette qualité, grade maximum, et puis ils mettaient les poubelles dedans à 5%, en se disant on va vendre un peu de la poubelle dans le sandwich, quoi, tu vois. Et ça tout le monde s'était autorisé à le vendre. C'était le trade de Michael Burry, hein, qui avait noté que toutes les institutions financières, sous prétexte que c'était bien noté, euh, se mettaient à vendre ça sans comprendre ce qu'il y avait dedans, alors qu'il y avait une part de pourriture conséquente qui avait atteint un niveau qui mettait en danger les produits si jamais les dettes continuaient à ne pas être remboursées au rythme où ça commençait à ne pas être remboursé en 2008. Donc tu as ce phénomène de nature humaine qui n'est pas disruptable. L'IA ne changera pas ça. Rien ne changera le fait que des institutions financières vont s'acheter de la notation pour se déculpabiliser de vendre des produits et pour pouvoir commercialement dire on vous vend le plus sûr, et ils s'en foutent de ce qu'il y a dedans parce que c'est pas eux qui ont signé que c'était sûr. Donc c'est la partie qui m'intéresse le plus dans l'ingénierie financière, parce que elle est vraiment intemporelle, celle-là. Alors que le reste, tu peux toujours avoir quelqu'un qui trouve un meilleur indice ou un meilleur truc. Tu peux toujours avoir quelqu'un de plus intelligent que les autres, et c'est un autre game, tu vois ce que je veux dire. Alors que là, bon, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est dur de rentrer sur ce genre de boîte-là. Tu vois, Ferizac, Ouais. ça fait longtemps que je la regarde. C'est quoi faire, Et Isaac? Ferizac, c'est une boîte de Vas-y. notation aussi. Ouais, D'accord. et du coup, elle, elle a vachement chuté. Je sais plus combien elle a perdu par rapport à Ouais, ses c'est fait plus hauts. massacrer. Mais faire Isaac, c'est pas de la notation de crédit, enfin, c'est de la notation de crédit, mais c'est du score de crédit pour les Ouais, particuliers. Tu sais, aux États-Unis, ouais. Mathieu, t'as ce truc de score de crédit qui te suit un peu toute ta vie. Et en fait, t'as En une fonction de ça, tu notation. vas pouvoir ou non emprunter. Exact, ouais. Exactement. En fait, ils ont déjà le crédit social, ils le savent pas. C'est ça. Et faire Isaac, en fait, ils ont un quasi-monopole là-dessus. Sauf que récemment, alors j'ai pas suivi la news, mais ils se sont fait taper, pas par la régulation, mais en gros, ils ont autorisé d'autres gens à commercialiser des scores de crédit, je crois. Une histoire comme ça, et du coup, en fait, ils ont perdu un peu leur monopole. Ils se sont fait massacrer, quoi. Ouais, Ouais, 45%, je crois qu'elle a perdu par rapport Ouais. au plus haut. ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est pas, ouais, Mais c'est pas le même business que S&P par exemple, où Mm. t'es quand même plus, t'es quand même plus serein sur ce que t'achètes, quoi. bah, avec les plus gros, tu as l'avantage de la masse critique. C'est-à-dire que si tu es une institution, enfin les institutions financières brassent des milliards. Enfin, c'est quoi les assets under management d'un BlackRock? À l'époque où je l'avais regardé, c'était C'est 10 11, 000. 11 000 milliards. C'est peut-être Ouais, c'est passé à ça. 20 000 milliards. Je crois Donc, que c'est autour quand... des 12 actuellement, il me semble. D'accord. Donc, c'est... Voilà, moi j'avais regardé à 11, ce serait 12. Donc, quand t'es BlackRock et que tu veux t'acheter une note de credit ratings ou de qualité de tes produits, bon, bah, tu vas chez Moody's ou tu vas chez Standard Poor's. Au revoir et merci. Donc, tu as une espèce de duopole, et en partant du principe qu'un Vanguard, un BlackRock, un State Street vont peser à eux trois combinés 30 000 milliards d'actifs sous gestion. Ils ont deux boîtes vers qui se tourner aux États-Unis, c'est Moody's et Standard Poor's. Voilà, donc à un moment donné, la masse critique est là, et le petit, comme la boîte que vous avez mentionnée, qui va faire d'autres sujets, ouais, elle peut tomber d'un coup par introduction d'un concurrent, mais ce concurrent n'arrivera pas en face de Moody's ou Standard Poor's du jour au lendemain, quoi. Donc, il y a quand même de l'avantage avec les gros. Souvent, on avait parlé avec Rémi des small caps qui ont plein d'avantages, en particulier celui de ne pas être forcément dans les radars des plus gros. Donc, tu peux trouver des anomalies. Mais quand tu as les plus gros, tu as l'avantage de la masse critique. Et ça, quand même, ça augmente ta certitude si tu vas sur des trucs qui sont non disruptables, Puis surtout, à un mon S&P sens. Global, ça a passé l'épreuve du temps, quoi. Ça existe depuis Ouais, plus d'un siècle. Et si ça aurait dû faire faillite, c'était en 2008, quoi. Donc si ça n'a ouais, pas c'est fait clair. faillite en 2008, c'est que, a Ben, priori, t'es sûr que sur les 100 prochaines années, ils seront encore là, quoi. on a eu deux bons stress tests récents, 2008 et 2020. Ouais. Faut regarder dans ce qu'on achète ou dans notre stratégie aussi, au-delà des produits, la manière dont on s'expose à tout ça.
faut se poser la question, est-ce que j'aurais résisté soit mon produit que j'ai acheté, en soi, de manière intrinsèque, est-ce qu'il aurait résisté en 2008? Est-ce qu'il a résisté? Et au-delà de ça, est-ce que moi, j'aurais accepté d'avoir Amazon en 2000? On a aussi eu 2000, mais ça remonte plus loin. Moi, j'étais trop jeune. J'avais 16 ans, 17 ans pour la bulle.com. Mais Amazon a perdu 98%, quoi. Ah bah si t'as acheté Amazon Donc, en 2000, t'as je plus besoin veux de dire, bosser personne Ouais, peut c'est clair. résister émotionnellement à ça, quoi. C'est pas possible. Ouais. C'est- Et C'est puis clair. quand c'est au plus bas, il faut pouvoir se dire là il y a incohérence et j'achète. Mais je pense que dans ce genre de situation-là, moi j'étais pas investisseur dans les années 2000, hein, j'étais beaucoup trop jeune, mais T'as quel ça âge, toi, doit à pas Barnabé? être. Sans J'ai 30 ans. indiscrétion. T'as 30 ans. À chaque Ouais. fois, c'est moi le plus vieux, quoi. À chaque fois, je demande, moi, j'ai 25 ans, 27 ans. Moi, j'arrive, je suis sur 42. Putain. Je sais pas ce que je fais Il là. faut tout Voilà, pour faire un peut-être. monde. Je dois être un Exactement. gamin dans ma tête. Mais mais je sais plus ce que je voulais dire. Bah, peu importe. Barnabé, tu vas nous parler en tant qu'enseignant d'un truc qui sert à rien, qui s'appelle le Weighted Average Cost of Capital, puisque Hugo cherche son prochain sujet. Je sais que quand tu fais de l'enseignement en école de commerce, tu as cette notion d'essayer de tout ramener au coût moyen pondéré du capital. Et j'aimerais savoir à quel moment tu l'introduis, si tu en parles, si tu l'introduis, si tu le vérifies en termes de couverture, ce coût moyen pondéré du capital, par rapport aux résultats nets, aux résultats opérationnels, aux résultats bruts. À quel moment tu estimes qu'il faut vérifier que le bénéfice excédentaire d'une certaine étape du bilan couvre le WACC, que je trouve complètement débile et mal couvert par la plupart des gens. Fais-nous un petit cours de 10 Eh minutes ben, là-dessus, tu vois, Barnabé, s'il te plaît. moi je le regarde en bourse, mais par contre Ouais. c'est quelque chose qu'on voit pas du tout nous en école de commerce. Après peut-être que moi Ouais. moi j'enseigne ça plutôt en bac+3 et on n'est pas du tout sur ces notions-là. On est plus sur du comment dire, on va être sur des ratios qui sont très classiques. Et le WACC, moi je l'ai découvert en investissant en bourse. Tu vois, toutes ces D'accord. notions-là, je pense qu'elles sont très axées finance, beaucoup plus que business. Et du coup, je pense que c'est des choses que tu vas plus voir quand tu fais un master en finance ou quand tu fais ce genre de choses. Ce qui fait que nous, en école de... Enfin, moi, en tout cas, les cours que je donne, même s'il y a de la gestion, même s'il y a ce genre de choses, on parle pas du tout du WACC. Mais D'accord. Donc, d'ailleurs, le WACC, c'est un enfer à calculer, hein. ouais. Moi, je le calcule pas moi-même du tout. Moi non plus, à chaque fois, je regarde celui qui a dans l'app, parce que j'ai déjà essayé une fois de Et tu regarder le la compares à quelle formule, valeur, c'est Hugo? au ROIC. En général, c'est comme ça qu'il est comparé. Ah ouais, c'est là que je suis pas d'accord. Ah, Ah, moi, je fais comme Hugo, ouais. tu le ROIC, exactement, ouais. ROIC WACC et je prends le pourcentage et je regarde l'historique, je regarde comment il évolue. J'essaie de comprendre pourquoi, par exemple, tu vois, ce ratio-là, il diminue, par exemple, sur les 5 dernières années ou autre. Moi, je fonctionne pareil. D'accord. Tu fonctionnes comment, toi, Mathieu? Bah, écoute, en fait, ce WACC, je comprends pas le délire. Donc, pour expliquer aux gens, c'est le Weighted Average Cost of Capital. Et effectivement, c'est un truc qui est plutôt à destination des dirigeants d'entreprise qui doivent se poser la question sur les projets qu'ils lancent en interne ou sur la rentabilité de leur entreprise, sur comment, en fait, ils vont payer comment ils vont payer le capital. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu fais un bilan et un compte de résultat, et à un moment donné, tu vas calculer ce qu'on appelle des marges. Donc, tu vas avoir dans ta comptabilité la marge brute qui relève de la couverture des coûts directs de production. Donc, chez Ricard, c'est couvrir le coût de production de la bouteille. Et ensuite, tu as tous les coûts généraux où tu vas faire du chiffre d'affaires et tu vas payer dans l'année tout ce qui est marketing, administratif et compagnie, qui est au-dessus du prix de fabrication de tes bouteilles. Et là, tu arrives au résultat opérationnel. Et donc, quand tu arrives au résultat opérationnel, tu as du cash qui a couvert toutes tes opérations, le coût des produits vendus,
et le coût de gestion de ton entreprise, R&D, administratif, etc., etc. Et cet excédent au-dessus du résultat opérationnel, il va falloir que tu payes 3 acteurs. Le premier acteur à payer, c'est la banque qui t'a prêté de l'argent, donc tu dois payer ses intérêts. Et le deuxième acteur que tu dois payer, c'est l'État, puisqu'une fois que tu as payé tes intérêts à la banque, en fait, tu as un résultat net. Tu n'as pas un résultat opérationnel, mais tu as couvert tes frais bancaires, donc tu as un résultat net. Là, l'État va te dire, moi, je veux 30%. Et ce qui reste va dans la poche des actionnaires, parce que c'est le bénéfice net. Et donc, à la fin, le coût moyen pondéré du capital, c'est pour une entreprise d'expliquer aux actionnaires que si, entre guillemets, le fameux return on invested capital te sort 10%, et que en fait, tu as 0% de dette bancaire, les 10% vont dans la poche des actionnaires. Il n'y a pas de coût du capital, quoi. Exact. Enfin, il y a pas de... En gros, ça te permet de calculer le levier. C'est l'histoire du weighted average cost of capital. C'est de dire, si la banque me prête à 4% et si mes actionnaires s'attendent à 10% de rentabilité et que moi, je fais tant de bénéfices, alors, pour filer les 4% à la banque, il faut que je donne tant de parties de mon bénéfice à la banque pour couvrir les 4%. Le reste va aux actionnaires. Est-ce que ça fait leurs 8%? Et ils arrivent du coup, à calculer à quel niveau ils peuvent monter en termes de dette, ce qui crée du levier, et ce qui fait que des business pourraves de type Heinz et compagnie, où moi je regarde un peu ça, le niveau d'endettement est toujours maintenu entre 40 et 60%, pour créer du levier pour l'actionnaire. Et le résultat opérationnel va verser 4% d'intérêt sur la dette, et le reste verse 6 ou 7% aux actionnaires en rentabilité. Et c'est pour ça que tu as dans la plupart des business la dette perpétuelle, que la dette n'a jamais vocation à être remboursée, parce que ça permet de créer du levier en ne payant cette partie-là du capital que à 3-4%. Et du coup, avec ce qui reste, en donnant du 7-8% par effet de levier aux actionnaires, alors que le business en lui-même n'est pas rentable plus que ça, quoi. Donc tu gères ton effet de levier avec le WACC, quoi. Mais bon. Mais du coup, pour ça, il faut que le coût du capital il soit assez faible, parce que sinon, tu vois, là, par exemple, une période où les taux ont augmenté, ton coût du capital, il augmente fortement, ton ROIC, il stagne. Là, c'est là que c'est intéressant, moi, je trouve, de regarder ce rapport-là, parce que du coup, dans deux situations différentes, tu vas pas avoir la même rentabilité des capitaux investis, et c'est là que tu te dis, bon, cette entreprise-là, ok, elle arrive quand même, si tu compares à d'autres ratios, elle arrive quand même à mieux gérer ce mouvement-là que des boîtes, là, par exemple, c'est souvent des plus petites boîtes, mais qui ont un coût du capital qui a explosé, sauf qu'ils ont besoin de ce capital-là, ils ont besoin d'aller emprunter. Pour eux, ça va être des situations où ils vont être un peu en galère pendant peut-être 2, 3 ans. Là, ça commence à se détendre un petit peu. Mais moi, c'est là que je vois l'intérêt de ce rapport-là, ROIC et coût du capital, donc WACC, pour te dire, voilà, là, dans ce type de situation, tu as beaucoup de boîtes qui, depuis 2022, ont un ratio qui a vachement diminué, quoi. Et ça a diminué, mais à la fin, l'idée est quand même très simple, dans le sens où si tu as un business qui est 50% financé par la dette et 50% financé par les actionnaires, tu peux viser un 6% de ROIC, parce que si la dette veut 4% en intérêt de dette, et que tu as 50% de dette, 50% pour les actionnaires auront 8. Si les actionnaires ont 8 et que la dette a 4, et que ton business rentre 6, tu es exactement à la moyenne pondérée du capital. C'est-à-dire que toi, tu fais 6 sur ton business en ROIC, et tu peux servir 4 aux intérêts de dette, et tu peux servir 8 aux actionnaires. Et effectivement, au plus ta rentabilité intrinsèque du business baisse, donc si ça passe de 6% de ROIC, rentabilité des capitaux globaux, que tu passes à 5, en fait, si tu augmentes ton niveau de dette, que tu passes à 75% de dette à laquelle tu dois servir 4, peut-être que tu peux continuer à servir 8 à tes actionnaires en augmentant ton levier. Mais bon, voilà, à la fin,
À la fin, tout ça part du principe que les actionnaires veulent 8. Sauf que de nos jours, comme l'inflation est à 4, normalement, les actionnaires veulent 12. Tu vois, Heinz, là, par exemple, je regardais, mais t'as été longtemps à moins 3%. Ils ont réussi à améliorer le ROIC et en parallèle, ils ont réussi à réduire aussi le coût du capital. D'accord. Mais c'est vrai qu'ils ont été longtemps dans le négatif sur la rentabilité des capitaux investis. Ouais. Ouais, oui, oui, oui. Et voilà. C'était J'ai à fait une moins petite 3. aparté, Hugo, parce que tout à l'heure, tu disais que tu savais plus ce que tu voulais dire. Donc Non, mais j'ai alors vite sauté écoute, sur un autre sujet. très, très intéressant ce sujet du WACC. Et Personnellement, pas simple, hein. c'est un ratio que j'ai toujours trouvé impossible à calculer soi-même. C'est vraiment un truc, c'est une usine à gaz, t'as 40 000 trucs, t'as les taux sans risque, Ouais. c'est l'enfer à calculer. Ouais, mais en gros, tu regardes les taux sans risque, tu regardes que la banque, elle veut 4. Tu Ouais. regardes que les actionnaires, la plupart du temps, ils veulent entre 8 et 12. Et puis après, tu regardes dans le bilan, si tu as 40% de dette et 60% d'actionnariat, bah, tu fais ta règle pondérée, quoi. Donc, tu as 60% des gens qui veulent 12%, et tu as 40% des gens qui sont les banques qui veulent 4%. Tu fais la somme des deux, tu fais la moyenne pondérée à 40-60, et puis ça te dit ton coût du capital, et il faut que ton business sorte cette rentabilité en bénéfice pour que tout le monde soit content. Mais c'est la rentabilité pour moi opérationnelle, quoi. C'est une fois que tu as payé toutes tes opérations, tu disposes de cette somme Ouais. et tu as les impôts au milieu. Mais bon, ouais, à la sortie, ça explique quand même, pour ceux qui se posaient la question, ça explique grandement pourquoi tous les business maintiennent une part de dette. Ça, il faut le comprendre. Parce que tu pourrais te dire que tous les business ont vocation à ramener la dette à zéro pour avoir zéro risque. Et en fait, pas du tout. Ils vont toujours maintenir une part de dette qui doit être servie à un pourcentage proche du taux sans risque ou avec 1 ou 2 points de plus. Parce qu'en général, ça évolue entre 2 et 5%. Donc en Hormis maintenant de la l'anomalie, dette, voilà. même les big tech ont de la dette, quoi. Tu regardes un Évidemment. Microsoft, je sais plus, j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a peut-être Je que vais te dire Nvidia ça. qui a vraiment pas beaucoup de dettes. Et Ouais. encore, je suis pas sûr de ce que je dis, mais tu regardes un Microsoft qui pourtant génère, enfin c'est quand même une machine à cash, Ouais. elle a Alors de la dette, quoi. Nvidia, Elle a de la dette, mais ils ont parce que 10 ça lui coûte milliards que de 4%. dettes. Ça 10 lui coûte milliards, que Ouais, 4%. quasiment pas de dette, c'est 0,1 de ratio dette sur équité. c'est risible. Mais pour moi, Nvidia, c'est un peu l'anomalie qui fait qu'en ce moment, il y a une tendance. Aujourd'hui, ils génèrent énormément de cash, donc ils ont pas forcément besoin de cet endettement. Mais par exemple, tu vois, là, je regarde Microsoft. Allez, ils sont un peu endettés, mais ils ont plus de cash que de dette et ça les empêche pas de s'endetter tranquillement, tu vois. Mm. Ouais, ils ont 60 milliards, 0,32, 0,36 de dette sur EBITDA. Donc, Ouais. ils ont quand même... 95 milliards de cash par rapport à 60 milliards de dette. Voilà, ça reste des boîtes qui sont ultra safe. Enfin, s'ils veulent, Ouais, ça demain, l'est. ils remboursent leur dette, quoi. Hmm. Et moi, j'aime bien regarder l'évolution plutôt de ces ratios-là. Tu en parlais du ROIC, du WACC. C'est pareil, le cash to debt, j'aime bien plutôt regarder l'évolution. Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'on arrive quand même à continuer de faire monter le niveau de cash par rapport au niveau de dette? Je préfère, tu vois, voir sur l'historique un petit peu, même au niveau des trimestres quand c'est possible. Je préfère essayer Mm. de voir l'évolution et la comparer aux tendances de marché, ce genre de choses. Ouais, c'est Et ce qui est le en plus école de important. commerce, t'es sur ces sujets-là de finance ou t'es sur des sujets plus marketing? C'est quoi ta spécialité? Moi, je fais de la en gros, je fais de la microéconomie. Donc, ce qu'on a discuté, par exemple, vis-à-vis du fromage, Ouais. c'est le genre de cours que je fais. Ah bah c'est Je super. finance, ça m'arrive quand il faut dépanner. Mm. Mais ouais, je suis plutôt sur de la microéconomie, le fonctionnement de l'entreprise, la grande distribution, la chaîne de valeur. Je suis moins sur des choses finance, Mm. finalement. Et quand je fais de la gestion, c'est des choses assez basiques. Tu vois, je parle de marge, je parle de résultats d'exploitation. Enfin, ça reste limité. Ouais. Bon, il y a quelques concepts de compta quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, Ok. ça reste du simple. Je suis pas un enseignant en finance, en master. C'est Mm. vaste, hein. T'as tout type d'enseignants. On va dire que je suis sur le bas de l'échelle, quoi. Ouais, je pense que la plus grande arnaque, je dis le mot est un peu fort, mais ce qui m'a toujours interpellé, j'en parlais avec Esteban, ça fait 4 fois qu'on mentionne Esteban dans les podcasts. C'est quelqu'un qui suit le podcast et qui nous a rencontrés à Paris quand on est monté.
et qui est à Normal Sup en sciences physiques. Donc, ce qui est marrant, en fait, c'est que si tu veux, la finance a essayé d'introduire dans tout ce qu'on discute, a essayé d'introduire des maths de haut vol. Avec des formules, avec des dérivés, avec tout un tas de cinéma, la plus connue étant la formule de Black-Scholes, je crois, la formule qui a révolutionné le marché des options, puisqu'elle est venue pricer les options pour que les banques puissent avoir un risque neutralisé sur les options, et donc elles en vendent et elles peuvent se positionner comme un casino. C'est comme ça que fonctionne un casino. Le casino calcule les probabilités de gain des jeux, et puis tu calcules que sur la roulette rouge et noir, c'est 50-50, et puis tu mets un pion blanc, et à la sortie, si tu fais x2 chaque fois que tu gagnes au rouge et au noir, et que le casino a mis un pion blanc à la roulette, en fait, sur le très long terme, tous les 50 coups, tous les 100 coups, eux, ils prennent ta mise dans tous les cas, quoi. Donc, quand tu neutralises le jeu et que tu prends ta petite commission, tu es la maison qui fait du deal de casino. Et les banques ont fait, les banques et les quants, ont mathématisé la finance, et ont sorti cette formule de Black-Scholes, et en ont sorti plein d'autres. Coût moyen pondéré du capital, tout ce que tu veux, c'est que des formules à la noix. Sauf que le gros problème, c'est que ces formules, quand tu les utilises vraiment en physique, ou même dans les axiomes et les théorèmes mathématiques, elles ont des hypothèses. C'est-à-dire que tu n'es pas censé faire une dérivée sur une fonction qui ne serait pas continue et dérivable. Sauf qu'en fait, en finance, les prix sont discrets. Tu as un prix qui change de quelques centimes tous les jours, et puis des fois dans la nuit tu as un gap de 4 euros. Donc tous les cours financiers sont non mathématisables, ou alors tu contredis d'entrée en faisant ça les hypothèses de base des formules, et tu te retrouves quand même en finance enseignée, avec tout un tas de cours dans lesquels tu as cette virtuosité mathématique qui est introduite un petit peu pour se la péter, qui marche à certains égards, mais qui 5% du temps marche pas, et tu perds tout. Parce que c'est le coup où tu as un saut dans le prix du marché, et la formule n'est pas adaptée, parce qu'elle part du principe que les cours vont être des fonctions continues et dérivables, et à la fin, tout se casse la gueule, et c'est 2008. Il faut bien rendre la finance complète pour justifier les frais que tout le monde prend à tous les Et étages. voilà, Donc, t'as tout dit à la fin. À la fin, on Forcément, essaye de te faire croire qu'il y a une virtuosité mathématique, que si Exactement. tu la comprends Toi, pas, faut que derrière, tu tu payes un essaies de te expert. simplifier le travail pour pas trop, ouais. Sachant qu'il y a beaucoup de psychologie aussi sur les marchés. Ah non, mais c'est complètement délirant, Mm. ouais, en fait. Mais d'ailleurs, tu nous as parlé donc Alphabet, MSCI. Et du coup, c'est quoi la troisième? Alors, c'est une bonne question. Alors, attends, je check quand même parce que je vais te dire une bêtise. Aujourd'hui, la troisième. Non, d'ailleurs, tu vois, du coup, MSCI est passé troisième, Visa est passé deuxième. Ah, t'as du Visa. J'ai du Visa. Euh, j'ai aussi du ResMed. Et honnêtement, je l'aurais je je connais l'aurais pas ça. placé assez haut dans le médical. Tout ce qui va être ResMed. apnée du sommeil, mais pas uniquement. D'accord. Donc c'est assez, c'est assez niche. J'aime beaucoup cette boîte. Et aussi parce que je considère, tu vois, je regarde pas mal l'évolution des différents indices. Et en l'occurrence, le MSCI Healthcare, il est vachement sous-évalué par rapport au reste du marché. La Et santé, j'ai la santé au global, alors que pour moi, il y a une croissance structurelle à venir. Mm. Du coup, la santé, c'est un secteur que je regarde beaucoup en ce Parce que moment. c'est pas Donc, cher. ouais, il y a beaucoup de boîtes qui sont pas trop chères. Après, faut faire le tri quand même. Tu vois, on parlait tout à l'heure rapidement d'Equasense. Aujourd'hui, les pharmacies en France, c'est compliqué. Il peut y avoir des évolutions dans les moyens de distribution. On parle potentiellement, par exemple, de e-commerce. Il n'y a rien de fait. Mais c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc, ok, la santé est sous-évaluée, mais il faut pas non plus investir sur n'importe quoi dans la santé. Donc voilà. Et après, j'ai du Fortinet. J'aime bien être exposé aussi tout ce C'est qui est quoi Fortinet? cybersécurité. Tu en parles souvent, Hugo. Tu veux la présenter, Barnabé?
En gros, Fortinet, c'est une boîte de cybersécurité donc qui va vendre. Aujourd'hui, elle a beaucoup de revenus récurrents, alors qu'avant, c'était beaucoup des revenus cycliques. D'ailleurs, on en a beaucoup entendu parler dernièrement parce qu'il y a eu une grosse inquiétude sur les résultats vis-à-vis du fait qu'on était en fin de cycle pour tout ce qui était firewall, ce genre de choses. Et alors qu'en fait, maintenant, aujourd'hui, donc elle a pas mal chuté suite à ça. Moi, j'ai rechargé sur ce mouvement-là parce qu'en réalité, aujourd'hui, Fortinet, c'est une usine à revenus récurrents et en fait, elle fait de la cybersécurité pour les entreprises. Donc, elle vend du firewall, par exemple, mais elle vend aussi plein de produits en continu, ce qui fait qu'elle a beaucoup de revenus récurrents sur de la maintenance, sur plein de choses différentes finalement. Ok, Mm. ouais, je, Et ça, j'ai du mal à avoir des convictions sur c'est ces un des boîtes-là. leaders de la cybersécurité avec Cisco et Palo Alto Palo Networks. Alto, ouais. Mm. Euh, Sachant que... Cisco qui a battu son ATH des années 2000, là, je crois, hein. Ah, Ouais, 25 ans, hein. 25 ans purée. sur Cisco, attendre que t'aies ton ATH qui se... Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai vu ça ce matin en faisant un peu, en faisant un peu ma revue des actus. Et Cisco vient de faire un D'accord. nouvel ATH. 25 Ben, ans Cisco, de... c'était la boîte favorite de la bulle.com, hein, c'est ça? Ouais, Ouais, elle était arrivée à Cisco 600 ou System. 700 PE, un truc comme ça au plus Ah, haut. c'était C'était délirant, hallucinant, ouais. quoi. Ouais, Ben, ouais. à l'époque, quand ils ont monté Internet, Cisco était, je pense, monté en flèche parce qu'elle était considérée comme la boîte qui allait faire l'infrastructure. Donc Ouais, c'est le l'équivalent réseau. du Mm. cloud maintenant. Ouais. Mm. Tout à C'est fait. des boîtes où tu estimes que ça va être le landlord, comme on dit dans le monde anglo-saxon, le propriétaire immobilier. En fait, ils étaient censés devenir propriétaires immobiliers de l'Internet. Et finalement, tout s'est cassé la gueule, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que finalement, c'est pas eux qui sont propriétaires des câbles, du débit Internet et compagnie. Je sais pas Non, comment ça ça s'est c'est terminé les l'histoire. câbles, c'est les compagnies téléphoniques, les Verizon, AT&T et tout ça. Et Cisco, eux, Je sais pas pourquoi tout le monde avait misé sur Cisco à ils l'époque. faisaient les infrastructures serveurs. Numérique, ouais. Ah d'accord. Donc ils faisaient le cloud, enfin Et l'équivalent du cloud maintenant, quoi. ouais, c'est ça. Et puis ils en font toujours, mais ils font tout ce qui est, tu sais, routeur, switch. Ils font tout ce qui est firewall. Ouais, Ils c'est font, vraiment le je crois, des baies de hardware serveurs. d'entreprise, quoi. Enfin, c'est vraiment du hardware de data center d'entreprise basique. Hmm. Mais le problème, c'est que bah, tu as les AWS, les machins qui sont arrivés sur le marché et qui ont complètement révolutionné le marché. Donc en fait, Cisco, c'est un peu les vieux de la vieille, quoi. C'est comme IBM, ils sont un peu Et dépassés. ils n'ont pas réussi à se transformer Hmm. suffisamment pour pouvoir concurrencer des acteurs ouais, aujourd'hui comme du Azure, du AWS. Mais Et ces acteurs-là ne se fournissent pas chez Cisco parce que, par exemple, les infrastructures réseau aujourd'hui, les hyperscalers, ils se fournissent chez Arista Networks. Mm. T'as beaucoup de Fortinet aussi qui est là sur la cybersécurité ou de Palo Alto Networks. Et en fait, t'as des acteurs de niche hmm, qui ont un peu disrupté chaque partie du business model de Cisco, qui était un peu le fournisseur global mais vieillissant, quoi. je suis d'accord, mais là où c'est très intéressant de parler de ça, parce qu'on en revient à un truc ultra généraliste sur la bourse, qui est que la bourse monte tout le temps et que si tu es sur une boîte qui n'a pas vocation à faire faillite, tu finiras par gagner de l'argent. Bah, Cisco, comme tu dis, Barnabé, te montre que c'est vrai. Mais putain, l'échelle de temps. Bah là, le choix, enfin, là, quand on t'entend dire qu'on est dans une bulle IA, je pense qu'à l'époque, ils étaient beaucoup moins sensibilisés sur la valorisation d'une entreprise et sur sa rentabilité qu'aujourd'hui, parce que quand tu regardes un petit peu historiquement sur les années 2000, tu avais des boîtes qui étaient valorisées, bah effectivement, on a dit 700 de PI pour Cisco, mais tu avais pire, tu avais d'autres boîtes qui étaient valorisées à plus de 100 et qui n'étaient pas forcément encore rentables, et tout le monde s'imaginait des rentabilités totalement aberrantes, même les analystes, hein, les analystes les premiers. Et aujourd'hui, on est quand même dans un marché qui, moi, je Qui est plus trouve, est beaucoup rationnel. plus sain, ouais, beaucoup plus rationnel. Et Sauf Palantir. tout le monde scrute. Là, t'as vu Oracle, enfin, je sais pas si vous avez vu, mais Oracle, Oracle, Broadcom qui ont un petit peu déçu sur les prévisions, ben, t'as tout de suite un re-rating. Ce qui fait que moi, je pense que le marché, il est plutôt valorisé de façon cohérente.
Globalement. Oui, puis il Moi, faut je pas pense qu'il les oublier porte que plus. non, mais Mais c'est surtout que t'as pas du tout le même nombre d'investisseurs parce que dans les années Mm. 2000, ok, t'avais peut-être Interactive Broker qui commençait à émerger, il fallait que t'appelles ton courtier, Ouais, la salle des t'avais marchés. pas les ETF qui ont démocratisé l'investissement, t'avais pas d'outils comme Bagger par exemple pour regarder le PE de l'entreprise. En fait, les chiffres étaient hyper durs à trouver. À l'époque de Buffett, c'était pire, t'étais obligé de commander tes fax pour les rapports annuels. Donc, les marchés, en fait, ont t'avais une absolument rien barrière à à voir. l'entrée. Et c'est T'avais pour tes ça titres que... papier là, comme ça là. Hop. exactement. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, cette discussion sur la bulle de l'IA, alors, elle peut avoir du sens sur certains points. Peut-être que effectivement, si tu regardes un Palantir ou Ouais. Nvidia, je suis même pas convaincu qu'il y ait une bulle sur Nvidia, honnêtement. Mais tu regardes un Palantir, je peux être d'accord que la valorisation apparaît élevée, par exemple. Mais objectivement, quand tu regardes, tu mets en rapport le potentiel de croissance, la rentabilité des entreprises et leur PE, tu te rends compte que c'est relativement raisonnable, quoi. Oui, mais non. Non, mais le problème, on peut revenir dessus 5 minutes, mais le problème, c'est que je suis d'accord avec vous que c'est pas la folie des années 2000. C'est pas la folie. Maintenant, il y a énormément de valorisation qui se fait dans le monde des startups, basée, comme on en avait discuté Hugo, non pas sur la projection des chiffres, mais sur une estimation doigt mouillé du marché adressable et de la capacité de telle entreprise Générer. à conquérir ce marché. Mm. Donc la plus grosse blague des années 2000, la boîte entre guillemets la plus vide qui avait marqué la bulle.com, c'était pets.com, un site sur la bouffe des animaux ou un truc comme ça, tu vois. C'était une espèce de... Ils t'avaient vendu un concept comme quoi ils allaient faire le Amazon de la vente de bouffe pour chiens, quoi. Et ils n'avaient pas fait de vente. Ils avaient surtout fait du marketing pour vendre des Ouais. actions. Mais il n'empêche que les gens qui achetaient ça faisaient une règle de 3 sur le nombre d'animaux que les gens possédaient. Et puis ils se disaient, bah, si 20% des gens qui ont des animaux s'abonnent à pets.com pour acheter leur sac à $30 par mois, le chiffre d'affaires de pets.com dans 5 ans sera de X. Et donc, bah, je vais investir en visant cet objectif-là. Donc, tu as quand même, dans la surévaluation de la bulle Internet des années 2000, tu avais cette histoire d'investir dans des startups, non pas sur du concret comptable du moment, mais sur du potentiel de marché adressable. Aujourd'hui, tu dis que les chiffres sont plus rationnels et que les PE sont moins délirants. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, les boîtes qui s'attaquent au marché de l'IA sont déjà des boîtes établies et ne sont pas des startups. C'est ça la grosse Ouais. différence. Donc, Mais eux, tu ils sont font des rentables. ces valos sont sur rentables. Palantir ou sur Tesla, par exemple, qui sont un peu décorrélés de Je leurs suis totalement bénéfices d'accord. actuels, parce Voilà. que justement, tu anticipes un TAM qui est beaucoup Ouais. plus grand, quoi. Mais Si il tu n'empêche regardes, que leur rentabilité du moment sur leurs chiffres qui sont sur d'autres business n'est pas de la rentabilité de l'IA là où ils investissent. L'IA dans laquelle ils investissent n'a pas la rentabilité de ceux dans des montants d'argent qu'ils investissent dedans. c'est Et là la leurs chiffres ne question. sont pas dégueulasses. C'est Leur là la chiffre n'est pas question. dégueulasse parce qu'ils ont d'autres business qui sont rentables. Ce qui est difficile à estimer, c'est combien ça va rapporter après. Mm. Et là, il y a un flou pour le coup. Moi, je suis plutôt d'accord avec Hugo. Aujourd'hui, je regarde les ratios, tu me dis, bon, est-ce que Nvidia est survalorisé? Je te dis, ben, tu vois, tu as quand même un forward à 24. Après, la nuance, c'est qu'il faut que les estimations elles soient atteintes, parce qu'aujourd'hui, c'est uniquement des estimations. Donc, des analystes qui te disent, ben, l'année prochaine, les bénéfices, ça devrait être ça. Et c'est là que c'est un peu plus... Pour moi, c'est là qu'il faut nuancer. C'est que, effectivement, si on reste sur la tendance actuelle, pour moi, on n'est pas survalorisé sur Nvidia. Non, mais Maintenant, si. c'est cyclique. Et donc, c'est-à-dire que, un petit peu comme ce qu'on disait sur Fortinet, là, pour le coup, c'est vraiment de l'équipement. Et donc, à un moment donné, il va y avoir une normalisation de cette demande-là. Et c'est là, je pense qu'une boîte comme Nvidia va peut-être chuter, quoi, parce que Ben, le problème d'NVIDIA, je suis 100% d'accord avec toi, Barnabé, c'est pas survalorisé si ça continue comme c'est. exactement. Le gros souci, c'est que le sujet sur lequel il faut avoir un avis
En fait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la chaîne de valeur, et qui, dans la chaîne de valeur, a le pouvoir sur les autres pour leur imposer ses tarifs. Mais ce qu'on disait tout à l'heure avec le Carrefour City, qui se fait imposer par la centrale d'achat un catalogue, et du coup, en fait, le Carrefour City fait pas de marge parce que le mec doit acheter ses pâtes Panzani à 80 centimes au lieu de 30 parce que c'est imposé par la centrale d'achat et par son contrat. Ça relève du pouvoir de la centrale d'achat sur Carrefour City. Donc le gros souci de l'IA, c'est pas qu'NVIDIA soit surcoté, c'est que les gens font le pari qu'NVIDIA sera la centrale d'achat qui a du pouvoir. Mais en face, si NVIDIA est la centrale d'achat qui a du pouvoir, ça veut dire que c'est Oracle, ChatGPT, les gens qui ont de l'intelligence artificielle et qui doivent louer de la capacité à NVIDIA, qui eux feront pas de marge. Sauf que eux aussi sont pricés comme s'ils allaient faire des sous. Donc tu peux pas avoir des gagnants de tous les côtés. Tu peux pas avoir Nvidia est bien coté parce qu'ils vont faire x2 sur leurs bénéfices et compagnie et tout va bien et on projette ça. Et dans le même temps dire ah non mais c'est le Carrefour City, donc on va dire je sais pas quel modèle IA qui lui va faire de l'argent parce que c'est les meilleurs, parce qu'il y en a un des deux qui va faire morfler l'autre. Il y en a un des deux qui aura le dessus sur l'autre et il y en a un des deux. Les deux vérités seront pas vraies en même temps dans 5 ans. Ouais. Et peut-être que Nvidia sera celui qui l'emporte, mais peut-être que Nvidia ne sera pas celui qui l'emporte et ça sera le créateur de produits qui vend au client final qui l'emportera. Et c'est ça le souci pour moi dans cette pseudo-bulia qui n'en est pas une, je suis d'accord avec vous, c'est que tout ne sera pas vrai en même temps sur la ligne d'arrivée dans 5 ans. Et là, tout est pricé comme si tout le monde allait gagner. Et c'est ça qui me gêne. Toi, Hugo, t'es positionné sur Nvidia ou pas forcément? Nvidia, j'ai une toute petite position. Alors moi, ma première position, c'est Google. Ouais. Et j'estime que Google, c'est ceux qui ont le plus de chances d'être les gagnants justement parce que Avec les TPU. ils ont les TPU. Ils ont aujourd'hui le meilleur modèle avec Gemini 3.0 et ils Plus ont maintenant, surtout. ChatGPT 5.2 vient de revendiquer depuis hier soir que c'est eux les Ce, meilleurs. ce sera l'éternel, ce C'est le sera jeu du chat éternellement et de la souris. discutable. Mais l'avantage de Google, c'est qu'eux, ils génèrent du cash. Alors que OpenAI, ils sont en déficit structurel depuis le départ. Et ils prévoient, en plus, je sais pas si tu as vu les dernières vidéos de Sam Altman, qui limite était en train de chialer pour quémander de l'argent au gouvernement américain. Malgré le fait qu'il y ait des versions payantes. Voilà, malgré le fait que tu aies des versions payantes, etc. Donc quand même, l'énorme avantage de Google, c'est que l'IA, c'est un bip dans leurs finances. C'est que leurs capex, ils sont même pas si élevés que ça quand tu regardes par rapport à l'historique de leurs capex. Et qu'ils ont des En pourcentage, activités qui sont tellement des machines à cash que en fait ils peuvent balancer des milliards dedans sans broncher. Ce qui n'est pas le cas d'OpenAI, même s'ils ont quand même Microsoft qui les back, ok. Mais bon, historiquement, Microsoft, c'est pas ceux qui ont fait les meilleurs choix d'investissement. Donc moi je pense que Google sont positionnés aujourd'hui pour être les meilleurs. Après est-ce que ça va être le cas? Ça on n'en sait absolument rien. Mais pour te répondre, ouais, j'ai un peu de Nvidia, j'ai 1% de mon portefeuille sur Nvidia. Pourquoi? Parce que j'ai voulu absolument prendre une position dedans à $170 pour me forcer à la suivre. Parce que c'est une société que je regarde de loin depuis beaucoup trop longtemps. À chaque fois, je me dis c'est trop cher, j'achète pas. Au final, c'est à ça que je voulais en venir. C'est que en fait, Nvidia, il y a quand même des éléments objectifs. Ils ont CUDA, ils ont quand même ils ont une structure globale qui fait qu'ils sont ancrés. Et le truc, c'est que si tu te dis, enfin, tu rentres jamais sur ce dossier-là qui pourtant continue de performer, enfin, du moins à moyen terme, si tu regardes sur l'année passée. Et du coup, tu rentres jamais. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même des éléments au niveau du matériel, au niveau de la performance du matériel, au niveau des logiciels, de l'écosystème avec CUDA, il y a quand même beaucoup d'éléments. Même si je suis surpositionné sur Alphabet aujourd'hui, j'ai aussi une position à Nvidia parce que je me dis, ils ont quand même une sacrée position dominante sur plein d'aspects de ce marché-là. Et effectivement, comme tu l'as dit, Mathieu Terre, moi je me dis, ils ont quand même un positionnement qui fait qu'ils peuvent être très bien placés dans les 5 ans à venir. Et effectivement, je pense que je suis aussi d'accord sur le fait que le marché, il price un truc Tout le monde est assez gagnant. idyllique, quoi. Assez idyllique. Oui.
Et, Et il le price chez tous les acteurs. C'est ça le problème. C'est que tous les acteurs sont censés être gagnants. Et ben, avec attends, là, ça il y a quand même une petite redistribution avec Oracle, là, Broadcom, qui, sur Eh les derniers oui. résultats, je trouve que le marché s'ajuste quand même super rapidement. Mm. Ouais, mais le problème, Euh, c'est que si ça juste comme ça pendant les 5 ans qui viennent, t'as la moitié des boîtes IA qui vont faire moins 75. ouais. Euh, Mais mais je t'en suis as pas d'accord tant avec que toi. ça, Moi, au pour moi, c'est ça final, le des problème. boîtes IA. Moi, je les ai en ETF. J'ai une Ouais. grosse position EDF et je suis sorti du stock picking sur ces boîtes-là par manque de visibilité sur ma capacité de désigner le vainqueur. Hein, c'est ça que je veux dire. Mais j'ai pas vendu mes ETF et je mets toujours. J'ai une retraite en capitalisation où je mets tous les mois l'équivalent d'une retraite française sur un ETF SP500. Donc, dans cet ETF SP500, chaque fois que c'est le 31 du mois, bah, ça achète 8% de Nvidia et 5% de Google ou 8% de Google, je sais pas combien. Et à la fin de cet investissement du 31 de fin de mois, j'ai mis 40% de ma cotisation retraite dans les big tech américaines. Donc ça, je ne l'ai pas renié. Je ne suis pas parti de ça en mode sauf qui peut. Et ça, Mais de là c'est à faire l'ETF du qui stock ajuste picking, les positions au fur et à mesure. Ça, c'est intéressant. voilà. Ouais. Mais de là à rajouter de la position en stock picking par-dessus, donc pour accentuer l'exposition à un acteur très précis, alors que là, j'ai le sentiment profond que je ne suis pas capable de faire ce choix-là de manière éclairée, même si j'ai bien aimé l'argument d'Hugo qu'on a eu la dernière fois sur un truc que j'avais, parce que j'avais du Google et l'argument de l'incontournabilité, c'est un vrai argument. Ouais, C'est totalement. quand même, tu peux pondérer le fait que une boîte incontournable a des ressorts suffisants pour rebondir. Mais voilà, au-delà de ça, désigner le gagnant, je suis pas capable, donc je sors du stock picking sur ces sujets-là. Et Et j'achète du Ricard. mais tu vois, pour côté Nvidia, moi je pense que ce que j'étais du même avis que Mathieu au départ, c'est-à-dire que je voulais surtout pas rentrer sur Nvidia. Je crois qu'on est tous passés par là, je pense. Hein. Exactement. Puis surtout, moi l'argument que j'ai fait dans ma première analyse d'Nvidia, c'est que les GPU, en fait, dedans, tu as le mot graphique. C'est pas des processeurs qui sont censés être utilisés pour l'IA À la base, ouais. à la base, et que tu as en fait des TPU et autres qui sont développés spécialement pour et qui seront peut-être plus performants à l'avenir. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu étudies Nvidia et quand tu étudies surtout le parcours de Jensen Huang, parce que je pense que l'avantage compétitif de Nvidia, c'est Jensen Huang. Sans lui, c'est pas la même boîte. Ce mec, il est taré. Il est taré et il a Moins que une le gars de sens de... Palantir, quand même. Ouais. Et il a une sens de la compétition, une sens de la compétition surtout qui est absolument incroyable. Pour te donner un ordre d'idée, à l'époque, dans les années 2000, que ce soit AMD ou Nvidia, tous les producteurs de GPU sortaient une puce par an. Et je sais plus pourquoi, il y a un de ses employés qui lui a demandé, qui lui a fait la proposition ou qui lui a dit qu'il fallait innover plus vite. Et du coup, il s'est mis en tête, bah, écoutez, à partir de maintenant, on va sortir 2 puces par an. Tout le monde lui a dit que c'était absolument impossible et qu'ils allaient jamais arriver à tenir la cadence. Finalement, ils l'ont fait et depuis, ils sortent 2 nouvelles mises à jour par an. Donc, et il a un mode de management, Jensen Huang, qui est hyper particulier, où il essaye vraiment d'être hyper horizontal et d'être au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Enfin bref, c'est vraiment un personnage ultra passionnant. Et en fait, tu te rends compte que les GPU n'ont rien de graphique. Et moi, c'est ce switch de compréhension des GPU qui m'a fait rentrer sur Nvidia. C'est qu'en fait, ça a été utilisé pour le graphisme de base parce Pour qu'il n'y le avait que gaming, ça à comme l'origine. utilité à la base. Parce qu'en fait, c'est pas graphique, c'est en fait des processeurs multitâches. C'est tout ce que c'est un GPU. Et l'analogie que j'avais adorée, que je sais plus où j'ai lu ça, c'est comme si en fait t'affichais ton image, une image PNG par exemple, et t'imagines que ton ordinateur il est hyper lent. Genre c'est un ordinateur, j'en sais rien, mode 92. Si tu utilises un CPU pour afficher cette image PNG, tu vas afficher pixel par pixel, puisque le CPU c'est un Central Processing Unit et il est single tâche. Il fait une tâche à la fois, mais il la fait vite. Et en fait, tu vas avoir tous tes pixels de l'image qui vont s'afficher depuis le coin en haut à gauche jusqu'au coin en haut à droite. Tu vas avoir tous les pixels qui vont s'afficher ligne par ligne. Alors que le GPU,
le processeur multitâche, il va calculer tous les pixels en même temps. Donc en fait, tous les pixels qui vont être calculés et affichés en même temps. Donc c'est la grosse différence entre les deux, et c'est ce qui a fait que les GPU à la base ont été utilisés pour le graphisme parce que c'était la seule utilité qu'on en avait, mais au fur et à mesure, en fait, ils ont été de plus en plus utilisés pour les calculs scientifiques et pour l'intelligence artificielle. Parce que tu as besoin de faire des millions de tâches en simultané qui sont pas très gourmandes en puissance, mais que tu as besoin de faire en simultané. Et voilà, et en fait, Nvidia, c'est juste les meilleurs là-dessus. Et ils ont compris ça depuis 2007. Depuis Oui, mais on en 2007, revient ils ont à lancé Pokémon. CUDA. On en revient à Pokémon. Ah, tu m'as fait penser à un truc là, et je te promets, il y a un sujet Pokémon. C'est que quand j'étais minot, ils ont sorti sur la Game Boy Pokémon. Vous êtes trop jeune, vous connaissez pas ça, mais il y avait Pokémon bleu et rouge sur la Game Boy. C'est les premiers historiques qui avaient été ultra marquants. Parce que la Game Boy, je te parle de la Game Boy noir et blanc, quoi. Et les Pokémon étaient des jeux gigantesques. Et en fait, les mecs s'étaient lancés dans ces jeux-là alors que la console et surtout la capacité de mémoire des cartouches n'étaient pas capables de gérer ce genre de volume de données. Et la restriction hardware avait conduit l'équipe Pokémon à créer énormément d'ingéniosité de compression pour stocker leurs 150 Pokémon dans la cartouche. Donc si tu veux, moi j'ai quand même noté au cours de mon suivi de toutes ces histoires d'informatique que l'augmentation des capacités de calcul a été énormément gâchée par le fait qu'avant, les contraintes forçaient les développeurs à être ultra créatifs. Donc, tu avais John Carmack qui avait développé les premiers moteurs 3D avec Quake. Tu avais toute une logique dans le développement qui était d'optimiser ta ressource au maximum et d'être le plus efficace possible. Et les développeurs de génie étaient ceux qui optimisaient au maximum. Et moi, j'avais vécu ça quand j'étais parti dans le pétrole. À un moment donné, j'avais fait une mission en Algérie. Et je devais démarrer un PC là pour faire un test d'un outil. Et c'était un PC de 1992, quoi. Je me suis dit, c'est une poubelle et tout. Et en fait, ça démarrait en 10 secondes. Donc en fait, si tu as un PC de 1995 et que tu le démarres avec le Windows de l'époque et que tu veux ouvrir Word et que tu veux imprimer un fichier Word, bah, tu as un petit peu perdu en définition sur ton écran. Et puis ton écran, c'est une grosse boîte carrée 17 pouces. Mais en dehors de ça, c'est plus rapide que maintenant. Je te promets que c'est plus rapide que maintenant, c'est plus stable, il y a moins de bugs. Plus adapté à ce qui se faisait à l'époque. Mais c'est ultra optimisé. Et donc, tu as quand même une perte en ligne dans ces histoires de compète à la ressource sur tous ces TPU. Alors peut-être que maintenant, dans l'IA, justement, comme ils ont énormément besoin de ressources, ils optimisent à fond. Mais en fait, historiquement, au plus tu développes tes capacités, au plus les mecs sont feignants. Et je suis pas sûr que... Je suis pas sûr que tu aies un tel avantage que ça, à être toujours celui qui offre le plus de capacités, etc., parce que le mec, il va exploiter tes capacités. En fait, s'il n'est pas contraint parce qu'il en a plus qu'ailleurs, bah, il va travailler plus vite, il va moins se prendre la tête sur l'optimisation, et tu n'es pas forcément le gagnant à utiliser les GPU d'NVIDIA, alors que Google, c'est peut-être l'argument Google, qui était contraint par ses TPU, a peut-être été beaucoup plus ingénieux dans l'utilisation de ces TPU, et cette contrainte-là les a poussés à être plus ingénieux. Et du coup, ils se retrouvent fin d'année 2025 à être les number one. Mais c'était la fameuse histoire DeepSeek qu'il y a eu il y a quelques... Exactement. Il y a un an, là. Exactement. Ouais. Et donc, tu vas peut-être te retrouver avec, à partir de maintenant, des gens qui pensent avec la précédence des commandes des prochaines puces NVIDIA, qui pensent avoir un avantage parce qu'ils ont la puce la plus puissante, alors que celui qui n'a pas accès, comme DeepSeek, va se casser la tête pour optimiser son modèle, et tu te retrouves avec un DeepSeek qui sort et qui est ultra performant pour un coût divisé par 40. Bon, alors, au final, ça s'est avéré de ne pas être totalement vrai, DeepSeek. Ouais, mais ça a été nuancé parce que tout le monde s'est un peu emballé là-dessus. Les Chinois, il faut toujours prendre avec des pincettes ce qu'ils nous sortent. Parce que... on arrive quand même souvent au même point, quoi. Faut pas sous-estimer ça. Le développement sous contrainte peut donner de très bons résultats
Et c'est pas parce que tu as la meilleure puce que tu seras le meilleur. La contrainte est à la source dans l'informatique des meilleurs développements. De Pokémon au moteur 3D de John Carmack et compagnie, ça a fonctionné par la contrainte et pas par l'abondance. Donc ça fait encore un problème à gérer. Ça fait encore un problème à gérer où tu peux pas miser sur l'acteur qui est en avance technologique par rapport à celui qui ne l'est pas. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer la créativité. Et bon, voilà, à la sortie, moi, je ne suis pas capable d'avoir un avis sur tout ça. Je le reconnais grandement. Je suis capable que d'avoir des doutes à l'infini. C'est très dur d'être vraiment au fait de tout ce qui se fait sur ce secteur-là. Mais vous avez je crois, c'est Julien, c'est ça, non, qui... Oui, Julien Tech. Pour le coup, moi, je suis beaucoup ce gars-là parce que je pense que c'est l'une des rares personnes qui arrive quand même à t'expliquer un peu comment ça fonctionne au global. Et moi, dans mon milieu, j'ai pas l'accès à cette information-là et de façon adaptée, quoi. Sinon, je comprendrais pas ce qu'on me raconterait. C'est Carrément. c'est très intéressant. Après que la butée finale sur laquelle moi j'avais eu toutes mes réponses avec Julien, sauf une, qui était qui est le client final. Parce que malgré tout, une fois que tu as fait l'inventaire des forces en présence, qui est la meilleure équipe de foot, lui il est meilleur, et lui c'est l'attaquant, et lui machin, et puis eux ils vont gagner le championnat, et tout ça. Le problème qu'il y a, c'est que pour l'instant il n'y a pas de public dans le stade. Et le public qui est dans le stade, il est là gratos. Et quand tu lui dis, vous voulez bien payer 20 balles votre entrée, t'en as 5% qui payent 20 balles l'entrée. Sauf que en fait, quand tu regardes comment tu payes les joueurs sur le stade, la place, normalement, elle est à 600 balles. Et il n'y a personne qui la paye. Donc l'ultime question, j'avais beaucoup apprécié la conversation avec Julien et la profondeur que tu viens de mentionner, Barnabé, ça reste quand même, quel est le modèle économique final et qui va payer? Et ça, on n'a toujours pas la réponse non plus. Voilà. Aujourd'hui, qui a l'usage d'un chat GPT Pro ou à part, je pense, dans les entreprises, mais c'est vrai que c'est très compliqué d'estimer comment est-ce qu'ils vont monétiser et à quelle échelle surtout. Et ça, je suis entièrement d'accord là-dessus. Et moi, sur Alphabet, c'est l'un des points d'attention que j'ai sur mes petites cases. C'est le truc que je surveille parce que je me dis que voilà, j'ai du mal à l'estimer. Et je pense que tout le monde a du mal à l'estimer. C'est impossible à estimer. Et je pense que l'IA, ça va être un marché commoditisé. Et que ça vaudra pas cher. Tout le monde va se faire la guerre pour avoir le meilleur modèle et pour tellement de grappiller concurrence. des parts de marché. Mais en fait, tu as tellement de concurrence que ça va être commoditisé, surtout qu'en fait, c'est sorti dès le départ en étant gratuit. Donc c'est trop tard dans la tête du grand public. L'IA, c'est gratos. Tu ouvres ton ChatGPT ou ton Gemini, t'envoies tes requêtes. Même mon père, il ouvre son ChatGPT et il lui parle, quoi. C'est du jamais vu. Et il le fait gratuitement. Et je suis pas sûr qu'il soit prêt à mettre 30 balles par mois pour ça, quoi. Ouais, mais là, tu vois, pour le coup, je suis plutôt en faveur de ce qu'ils font. Dans le sens où... mais ça, ils le disent sciemment, hein. Ça, ils en sont conscients. C'est que la tech a quand même l'habitude de se faire financer soit par de la dette, soit par des actionnaires, pour être le first to market et pour s'acheter des parts de marché. Donc tu finances à déficit des concepts où tu sais qu'il faut atteindre une masse critique en te foutant du modèle économique, mais pour être celui qui a 80% des parts de marché. Uber a fonctionné comme ça pendant 15 ans. C'est-à-dire que l'idée, c'était de mettre des Uber partout, de remplacer les taxis, et tout ça a été financé, mais avec 60 milliards injectés par les actionnaires, avec zéro retour sur investissement, et cette promesse de start-up, un jour, quand on sera en monopole... avant d'avoir la situation actuelle. Voilà. Donc, il y a quand même cette stratégie de vouloir coûte que coûte être celui qui a les parts de marché. Maintenant, pour l'instant, Uber, par exemple, depuis le début où ils s'achètent les parts de marché, en fait, ils sont seuls. Mais là, ils essayent tous de s'acheter les parts de marché de l'IA à déficit, sauf qu'ils sont 4 ou 5, quoi. Et c'est compliqué de savoir qui va rétablir. Et même dans les investissements, tu le ressens parce que le cycle d'investissement, il se fait toujours entre les mêmes acteurs. Tu as 10 acteurs qui refinancent à chaque fois.
Après, On où ça parlait va pas nous du poulet à la mener? base? Si, Ou si, les si, cartes Pokémon, hein, effectivement. le sujet de la vidéo. Je sais pas Mais comment tu vas marketer le podcast, Hugo, hein, si ça va être j'en le ai aucune poulet, les idée. Pokémon rouge et bleu Mais et d'ailleurs, Nvidia. Barnabé, toi sur ton portefeuille small cap, mid cap que tu es en train de développer, du coup, pareil, si tu devais mentionner peut-être deux, trois noms comme ça qui t'ont marqué, sur lesquels tu as pas mal de convictions, ça serait lesquels? Eh ben, j'ai moins de conviction sur les grosses boîtes, honnêtement. Ouais. Euh, Parce que justement, il y a l'économie d'échelle, il y a plein de choses. Euh, Dans les boîtes un peu moins, dont on entend un peu moins parler, moi j'aime bien Nemetschek Ah oui, c'est dans en Allemagne ça. l'architecture, Ouais. qui d'ailleurs développe un segment IA. Justement, là, je trouve que l'usage de l'intelligence artificielle est intéressant dans le sens où aujourd'hui, dans le bâtiment, il y a un truc qui coûte beaucoup d'argent, c'est les erreurs. Les erreurs en termes de calcul, en termes de... Enfin, il y a beaucoup d'erreurs là-dessus et je trouve que l'intégration de l'IA là peut être positive dans le sens où ça va optimiser finalement les opérations. Donc j'aime bien Nemetschek. J'ai du SideThread, je ne sais pas si vous connaissez, Pas du tout. mais Jamais entendu. beaucoup moins de conviction sur ce dossier-là. Je regarde beaucoup Equasense, mais c'est trop compliqué en ce moment sur le secteur enfin, dans ce secteur-là. Après, j'ai quand même deux, trois boîtes un peu plus costauds. J'ai du Saint-Gobain. Euh, Ah oui, ouais. Saint-Gobain, pour moi, tu vois, ils sont partout. Euh, c'est une boîte c'est un tank, quoi. Enfin, ils sont ultra diversifiés. Mais c'est pas sur ces boîtes-là que je vais faire le plus de performance. Après, Saint-Gobain, je l'ai acheté quand la décote était importante. Là, aujourd'hui, je rachèterai pas du Saint-Gobain, même si j'en ai encore en portefeuille. J'ai eu du Nexans, beaucoup sur tout ce qui est électrification. C'est un narratif que je voulais jouer. Ça a bien fonctionné sur Nexans. Je suis sorti du dossier très récemment. Euh, C'était pas un bagueur, mais j'ai dû faire 60% sur Nexans. Et du coup, je recherche un peu ce genre de boîtes qui sont un peu sous les radars Clinica Baviera, même si aujourd'hui, bon, elle Ah a oui, il y a pas très bien mal performé d'abonnés aussi. qui m'ont Ouais. mentionné le nom de cette boîte depuis longtemps. J'ai jamais regardé. Je sais pas du tout ce qu'elle Ça, fait. c'est un de mes bagueurs, tu vois, par exemple, Ah ouais. Clinica. Et honnêtement, Clinica, si elle venait à corriger, c'est très certainement une boîte que là, pour le coup, c'est une de mes grosses convictions aussi, parce que je trouve que la gestion opérationnelle est super intéressante. Ils ont encore beaucoup de marchés qui peuvent percer et sur lesquels ils ont des objectifs. Donc j'aime bien Clinica. Euh, ouais, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je les ai pas toutes en tête, mais je peux regarder rapidement. T'en as pas Euh, mal quand même, hein. Tu es pas... Ou alors tu les pondères pas pareil les unes les autres? Ah ouais, T'en ouais, as non, où tu non. mets beaucoup Par plus? contre, les pondérations, Hmm. ça dépend ça dépend des portefeuilles, mais par exemple, tu vois, sur le CTO, les pondérations, c'est du n'importe quoi, Hmm. concrètement. Et moi, Ouais, c'est comme c'est venu, quoi. ouais, enfin, après, j'essaye de rentrer par 500 ou par 1000 euros, généralement, sur les boîtes. Mais tu vois, par exemple, j'ai du Adobe. Je suis rentré, j'ai mis 500 euros dessus parce que c'est une boîte que j'utilise au quotidien et je me suis dit, bon, là, la décote, elle est. Mais là, je m'amuse plus que j'ai une Hmm. stratégie concrète, une stratégie que je peux avoir, par exemple, bah, sur des boîtes, ouais, comme MSCI, Visa. J'ai le gros pilier, on va dire, du portefeuille, généralement. Et après, c'est plus, je repère ce que je considère moi comme étant une opportunité. Et puis, je suis un peu le dossier, comme ce que tu Hmm. disais avec Nvidia, comme quoi tu étais rentré à hauteur de 1% du portefeuille. Ça m'arrive de faire ça. Donc, je suis pas du tout le meilleur. Enfin, en termes de gestion, je pense que les gens qui Mais regardent la vidéo vont. tu y as même pas mis de stratégie, en fait. Moi, je suis pareil que toi, hein. Je te critique pas sur ce sujet-là, mais tu as acheté Ah comme non, c'est en venu et termes de parfois. stratégie, je pense que je suis le mec le moins, Hmm. En fait, j'ai ma grosse base, là Hmm. où j'ai la plus grosse partie de mon capital, et on va dire que j'ai la partie du capital avec laquelle je découvre, quoi. Tu vois, j'apprends, Hmm. je me prends des tôles, j'ai deux, trois petites réussites, mais C'est la pub Winamax. Vous la connaissez, cette pub Winamax? non. Où ils te disent que si tu paries sur les matchs de foot, tu te sentiras plus investi.
mais, mais c'est le principe en fait. Hein. Des Tu fois, pleures à la fin du match. tu mets une petite cartouche de 100 balles alors que tu as une autre position à 100 000, mais tu mets 100 balles dans une action pour la suivre, quoi. Il y a un effet psychologique quand même d'avoir pris la position, ouais, je suis d'accord. Pour le suivi de dossier. Mais Ouais. tu vois, pour un investisseur particulier, j'ai trop de lignes. Enfin, j'ai beaucoup trop de lignes, quoi. T'en as combien en tout? Si tu comptes tous les portefeuilles, je dois avoir 30, tout portefeuille confondu, hein, je dois avoir peut-être 30, 35 lignes, quoi. Ah ouais. Ouais, mais t'as 50% Différentes. sur 3 ou même Ouais. pas? Non, non, mais en fait, comme je te dis, j'ai les gros. Tu vois, par exemple, sur mon PEA, euh, j'ai les grosses positions, c'est Schneider, ASML, Air Liquide. C'est mes trois grosses positions, elles sont à peu près à 15 000 euros. Et Hmm. après, si tu descends plus bas, tu vois, j'ai par exemple du Vinci, c'est une position à 2 000 euros, quoi. Mais parce Hmm. que j'ai mes grosses positions que je recharge très régulièrement dès que je considère qu'elles reviennent sur des niveaux de valo Ah bah qu'est-ce raisonnables. que Air Liquide là, tu la C'est vois cher. comment là? Et Schneider et Air Liquide, c'est Non mais Air super Ah cher. Liquide ouais, se casse la gueule en ce moment. je Ah bon? recharge ni Schneider ni Air Liquide aujourd'hui, mais j'ai fait une vidéo sur Air Liquide et tu vois Hmm. qu'elle est tout le temps aussi suivie parce que c'est les vidéos enfin, qui généralement font des vues, quoi. Ouais, je Et crois que ouais. tu vois, Schneider, je l'ai pas touché depuis, je pense, plusieurs années, quoi. Hmm. Schneider, c'est un des bagueurs du portefeuille, j'y ai pas touché depuis, depuis longtemps. Je Euh, crois que chez Ouais. Air Liquide, il faut que tu fasses, faut que tu passes ton action en étant Nominatif. directement enregistré. Hmm. Ah oui, tu Et, peux faire ça, ouais. Au et pur. quand tu fais ça, il t'enfile une tous les 2 ans ou un truc comme ça. Il y Ah a pas non, une... Ouais, c'est ça, ça. ça fonctionne au nominatif administré aussi. Ouais. Donc effectivement, tu as une action, mais ouais, enfin, on va dire action gratuite, mais en réalité, c'est pas du tout ça. Mais effectivement, ouais, tu as une action gratuite tous les 2 ans. C'est pour ça que c'est très Ouais. plébiscité aussi, parce que les gens comprennent pas forcément le mécanisme qu'il y a derrière. Hmm. Mais Et ça dilue du coup? ouais, bah c'est ça. C'est de la dilution, hein. Finalement, c'est un split. Ouais. 10-1. Donc les gens comprennent pas qu'ils gagnent pas mécaniquement de l'argent, même si c'est un mécanisme qui peut être intéressant s'il est soutenu sur le long terme, ce qui a été le cas jusqu'à maintenant sur Air Liquide. Mais c'est pas des boîtes que je rachète aujourd'hui. ASML, en fait, je l'ai vendu, mais c'est pareil, finalement, c'est du moyen terme, hein, parce que ASML, elle a eu des mouvements assez impressionnants, et je suis revenu dessus il y a pas si longtemps que ça, ASML. J'ai pas le cours de l'action sous les yeux, Ouais, elle mais était complètement décotée là cet été. Moi, c'est ouais. là où j'ai rechargé pas mal aussi. Du coup, maintenant, c'est ma Ouais. deuxième position à SML. Parce que là, elle s'est réenvolée. Elle est à 950 euros. C'est un délire à Et je SML. pensais pas revenir dessus, moi, hein. Je pensais pas qu'elle reviendrait sur des niveaux de décote, parce que quand je l'ai Moi non plus, je vendue, pensais pas. ouais, enfin, je l'ai revendue vers les 900. Elle est redescendue vers enfin, un peu plus de 500. Je crois que j'en ai repris vers 650. Ouais. Et honnêtement, c'était pas dans ma watchlist. Je l'avais un peu oublié. Enfin, je l'avais pas Mm. oublié, mais tu vois, je m'étais dit, bon, ouais, j'ai fait ma plus-value sur ASML. C'est une boîte qui est cyclique. Là, en ce moment, l'équipement, il est un peu. Enfin, on est équipé, quoi. Et du coup, voilà. Mais je suis pas très bien organisé et je pourrais jamais gérer un fonds, c'est sûr. Les gens se diraient, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là, quoi, sérieux, qu'est-ce qui. Donc, ouais. Mais je prends ça plus comme un. Je m'amuse aussi, quoi, même si. Voilà. J'ai des piliers et pour le reste, je, Ok. je m'amuse un peu, quoi. Intéressant. Bah écoute, nous, ce qu'on fait en général à la fin du podcast, c'est qu'on répond aux questions du podcast précédent. Et sur le podcast précédent, on l'a fait avec Thomas Mayol. Alors d'ailleurs, non, en plus, on ment parce que il y aura un podcast intermédiaire qui va sortir entre les deux. Mais à l'heure où on enregistre, en tout cas, c'était celui de Thomas Mayol sur l'immobilier. Et alors, en fait, il y a quasiment pas de questions parce que tous les commentaires, c'est les gens qui nous disent que c'est génial. Alors, sympa les gars, mais il faut aussi poser des questions. Et il y en a notamment un qui demande ce qu'on pense de Salesforce. Alors, tu sais quoi, je vais te poser la question à toi, Barnabé, si tu suis le dossier ou pas. C'est qui pose cette question? CRM, Salesforce. Je vais te dire ça. Qui c'est qui pose cette question Bah, le temps qu'on mette ça en place, il Ah, y a eu c'est quelques commentaires sur Totoy le... le boss. Totoy le Ouais. boss. Et juste avant qu'on réponde, excusez-nous pour les publicités.
Parce qu'évidemment, on regarde pas les podcasts qu'on fait. Et on s'est rendu compte que YouTube mettait une pub toutes les 4 minutes sur Ouais, le podcast. littéralement de toutes les 4 2 heures. minutes. Littéralement, quoi. Ce qui C'est non, ingérable. voilà. Donc 1000 excuses. On va essayer de contrôler ça pour les suivants. Tu peux, Euh, t'as un truc à décocher maintenant. Et en fait, ouais. c'est coché automatiquement. Et eux, Oui. ils y vont, quoi. Ils se Ah posent non, pas mais trop de c'est. questions. Et toi, tu peux les positionner manuellement si tu préfères. Euh, Ouais. et tu peux décocher ça, ouais. Mais c'est coché automatiquement. J'ai été surpris aussi. Je me suis pris 2, 3 commentaires. Je me suis dit, bah, pourtant, Ouais, non, mais c'est pas c'est ultra non, agressif, quoi, toutes les 4 minutes. Mais en plus, ça ramène pas de tant de thunes que ça, les gars. pas du tout. Pas du tout. Là, pour le Ah coup, non, ça on fait rapporte comme que les big dalle, hein. tech, on s'achète des parts de marché. Ah, c'est clair. C'est clair. Ça nous paye notre abonnement Internet et ils sont Ouais. gentils. Mais Salesforce, c'est pas. Je regarde un peu Accenture. Je regarde dans ce type de boîte-là. Ils ont un fonctionnement qui moi, rentrait dans les boîtes, ouais, effectivement, qui pouvaient être intéressantes. Sur le business model, sur plein de choses. Je sais elle a pas mal chuté là dernièrement. Ouais. Euh, Après, je peux pas. Je pense que moi, quand je l'avais analysé, mais ça remonte d'il y a peut-être 2, 3 ans, c'était un business model qui m'intéressait. Je sais pas s'il y a eu beaucoup d'évolution. Je pense qu'il doit y avoir peut-être des petites inquiétudes vis-à-vis du peut-être potentiellement d'IA, du fait qu'il y ait certaines parts du business qui soient remplacées potentiellement par des usages d'intelligence artificielle. Donc, je me dis là comme ça vraiment. Enfin, sans suivre le dossier, je me dis que c'est peut-être ce qui explique aujourd'hui la décote qu'il peut y avoir sur le titre. Parce que là, au niveau des valos, ouais, t'es quoi, t'as 35 fois les bénéfices. Il y a des anticipations qui sont quand même à 10%. Euh, on pourrait potentiellement se dire qu'il y a une décote sur ce dossier-là, mais je le suis pas assez. Ouais. Je sais pas si vous le suivez un peu. Non, non. Moi, tu sais, j'ai Moi, 3 pas du actions. tout, pas du tout, parce que j'évite d'investir dans des boîtes uniquement logicielles. Je pense qu'il n'y a pas d'avantage compétitif dans le logiciel. C'est d'ailleurs pour ça que je refuse d'aller sur Adobe. Ouais. Surtout Pourtant, que les Adobe, résultats pour étaient bons, là. moi, certes, mais tu as un double problème, c'est-à-dire que tu as l'IA qui rabat les cartes, et alors même si peut-être qu'ils arriveront finalement à en tirer profit, on n'en sait rien. Ils essayent, mais c'est pas Euh, évident. voilà. Mais le problème d'Adobe, c'est aussi leur réputation, quoi. Ils ont flingué leur Ouais. réputation ces dernières années avec cette histoire d'abonnement, de lock. Quand tu veux résilier, tu dois payer 50% de ton abonnement en avance. Enfin, c'est vraiment, ils se sont pris des procès et tout. Dans les milieux créatifs, t'as plein de gens de chaînes YouTube qui ont fait des grosses vidéos en mode je me barre, j'utilise plus les trucs d'Adobe. Enfin, Ouais, non, il y avait eu un problème chez Adobe, ouais. il y a eu un gros Ils problème utilisaient les de. données aussi, il y a eu tout ça. Ouais, il y a Moi, je eu suis ça. investisseur, les gars. Mais non, moi, l'action décotée que je suis en ce moment, c'est Constellation Software. J'aime Ouais, ouais. beaucoup et j'en ai acheté pas mal et je pense que je vais en racheter. Le problème, c'est que moi, tu vois, j'aime bien acheter des actions pleines. Je déteste les fractions d'actions, je sais pas pourquoi, je suis peut-être juste taré, tu vois. Ça veut dire quoi, Mais ça? C'est quoi fraction d'action? C'est les trucs Trade Republic où tu achètes une demi-action? non, c'est-à-dire que par exemple, sur Interactive Broker, tu as le choix d'investir soit en montant d'actions. Je sais pas moi, ton action Pernod Ricard, elle est à 70 balles, t'as 1000 balles 75, s'il te à plaît. Je suis pas autant 75. perdu. Tu t'investis 1000 balles, bah t'achètes, je sais pas moi, quelque chose comme 15 actions, quoi, pour remplir tes 1000 balles. Ou t'investis tes 1000 balles, et ça va faire un produit en croix, ça va te calculer le nombre, ça va peut-être être 15,68, j'en sais rien. Et comment Ça- ça marche? Après, tu as le dividende en et 15,68 fois le dividende? exactement, et en fait, comment ça se passe, ça veut dire que sur les 15 pleines, t'as l'action en propre, t'as l'action Hmm. normale, et sur les fractions d'action, donc sur les 0,68, t'as des CFD en fait. Et c'est pour ça que j'aime pas le principe des fractions d'action personnellement. Et psychologiquement, j'aime bien avoir des actions pleines. Et du coup, le problème de CSU, c'est qu'elle est à 3000 $ canadiens l'action. Ouais. Chaque fois que t'en achètes une, c'est 2000 balles. Donc du coup, si j'en rachète une, ça va déséquilibrer mon Moi, portefeuille. j'ai Et ça me fait acheté, chier. Keisho Mutai. Hmm. C'est l'alcool chinois, là. C'est une espèce d'alcool à brûler complètement imbuvable. Mais apparemment, c'est l'alcool ancestral façon saké, tu vois.
Et c'est l'alcool avec lequel ils signent tous les contrats en Chine. Il n'y a pas d'alcool plus traditionnel et tout. Le profil de la boîte dans un soft comme Bagger, Hugo, il est complètement délirant. Hein. Là, c'était sur un profil Nvidia. Tu regardes les rentas, c'est de la folie. L'action, elle est à 20 000 balles ou un truc comme ça. Ah merde. Je sais plus combien c'était, peu importe, mais oui, au début, je me suis dit, bon, combien je peux en acheter? Puis en plus, en fait, non, je crois que le Trix, elle est pas à ce prix-là. Je crois que le Trix, c'est qu'elle est du genre à 1500 balles. Non, je te dis une connerie, peu importe. Mais à la fin, quand tu achètes à la bourse de Shanghai, tu peux acheter que par paquet de 100. C'était ça le délire. Tu pouvais pas aller en dessous, quoi. Voilà. Constellation, le modèle, c'est eux qui rachètent plein de boîtes de software en devenir et qui, en fait, c'est ça, non? Ils rachètent des boîtes et ils ont Ouais. une structure de développement qui réplique sur chacune de ces boîtes-là. Ouais, exactement. En fait, le gros avantage de CSU, c'est que déjà, ils sont pas positionnés sur n'importe quelle boîte enfin, ils sont positionnés sur les boîtes de logiciels, mais pas n'importe lesquelles. Ils sont positionnés sur les VMS, donc les Vertical Market Software, qui sont en fait des logiciels ultra nichés. Par exemple, un logiciel qui va te permettre de gérer le planning de tes chambres d'hôtel si tu as un hôtel. Un logiciel qui va te permettre, moi j'en sais rien, de gérer un planning de chantier, un logiciel qui va te permettre de gérer un Ouais, des logiciels de aéroport, niche, ouais. des logiciels vraiment de niche qui sont du coup très peu disruptables par des trucs comme l'intelligence artificielle justement qui sont par définition généralistes. Euh, Là où j'ai du mal avec un CRM par exemple, avec un Salesforce, c'est que tu as énormément de concurrence, tu as des HubSpot, tu as des machins, tu as des trucs, et tu as en plus l'intelligence artificielle qui rabat un peu les cartes. Mais sur des VMS, va déloger un logiciel de caisse dans un bar, ou va déloger un logiciel de gestion de chambre d'hôtel, ou enfin bref, peu importe. Donc tu as un avantage compétitif qui est beaucoup plus grand. C'est des logiciels qui sont vraiment ancrés dans les processus opérationnels des entreprises, donc elles peuvent pas s'en passer. Généralement, toutes les équipes sont formées dessus depuis des années. Le Donc coût voilà, du changement est délirant. exactement. Donc tu as des avantages. Et ils en ont plus de 1000. C'est-à-dire qu'ils ont 1000 boîtes comme ça dans le monde entier qui rachètent à chaque fois. Et ils ont une structure très décentralisée. C'est-à-dire qu'ils laissent l'équipe de direction à la tête de la boîte. Eux, ils rachètent, ils apportent du capital, ils aident au développement, mais ils la laissent de manière complètement autonome, Ouais. comme ce que peut faire un LVMH avec les différentes marques qui rachètent. Et du coup, en fait, ils sont pas un, mais 1000 différents avantages compétitifs. À chaque fois, je te fais la remarque, mais Parce que là, il a vas-y, je t'en perdu prie, combien? Benoît. Alors, il y a deux choses qui expliquent la baisse. T'as Le PE est délirant. Hein. Mais il faut pas regarder le PE sur CSU. Mais voilà, c'est ce qu'il me dit Hugo à chaque fois. Faut Mais pas non, regarder le mais PE. c'est normal. Faut parce que regarder le vu forward, que... ouais. Non, il faut regarder les free cash flow. Parce que vu que c'est une Ok. boîte qui fait des acquisitions, en fait, il y a une norme comptable qui dit que tu es obligé de matérialiser la R&D que tu rachètes via des dépenses actuelles. Ce qui fait qu'en fait, leurs bénéfices sont flingués comptablement à cause des acquisitions parce qu'ils sont obligés donc d'intégrer la R&D équivalente qu'ils ont rachetée de l'entreprise plus le goodwill, leurs bénéfices sont flingués. Mais en fait, quand tu regardes les free cash flow, quand tu regardes leur cash, c'est ça qu'il faut regarder. C'est sur du 18, 19, quoi. Elle est pas chère du tout et c'est une Ouais. machine à cash. Et donc il y a deux choses qui la font baisser. Tu as l'intelligence artificielle, parce que forcément, comme toutes les boîtes de logiciels, tu as des doutes dessus, même si pour moi, pour toutes les raisons que je t'ai énumérées, je pense que ça pèse beaucoup moins sur CSU. Et tu as un changement de direction, parce que le CEO historique, donc Marc Leonard, a annoncé prendre sa retraite. Alors il reste toujours au board, mais il n'est plus CEO, parce qu'il a des problèmes de santé. Il a à peu près 70 balais, donc il commence à être vieux. Il est un peu considéré comme le Warren Buffett canadien, c'est-à-dire que c'est vraiment une figure presque mythique, côté investisseur quality. Et donc il est succédé par Marc, je sais plus quoi, un autre Marc. C'est le mec avec la méga barbe là? Ouais, exactement. Ouais. Qui reprend la tête de la société. Et pour moi, c'est pas du tout un risque, parce qu'en fait, le mec, il est là depuis 20 ans, il connaît tout par cœur, il a déjà géré des grosses divisions du groupe. Enfin voilà. Du coup, elle est décotée. Ok. Ouais, c'est On vrai que reste par rapport encore- à l'histoire, ouais. Ouais. Ça a l'air, ouais. Et j'aimerais bien en racheter, mais elle coûte cher. À 2000 balles le ticket. On n'en a pas parlé, Hugo, mais on peut proposer à tout le monde de trouver en description de la vidéo un lien pour ceux qui voudraient monter à Paris le 10 janvier. Oui. On aura
une petite rencontre avec boissons et restauration. Et du coup, il y a un ticket de réservation, ce qui fait qu'on assure la réception avec votre réservation. Donc, regardez ce lien en description pour ceux qui sont intéressés. Et tu as mis des horaires, je crois, dans ce lien qui sont de 18h à 21h ou quelque chose comme ça. Mais en gros, bon, on verra ce que le lieu nous permet de faire en termes de rester sur place. Et grosso modo, c'est fin d'après-midi et si possible pour toute la soirée. Voilà. Bon, après, à Paris, il y a les contraintes de fermeture des transports. Je ne sais plus à quelle heure, et maintenant il y a Uber, mais bon, grosso modo, ça fera la soirée. Tout à Voilà, fait. pour tous ceux qui sont intéressés par une petite rencontre, rendez-vous le 10. Tu peux venir aussi, Barnabé, si ça te dit. Si tu veux venir, On tu es le t'annoncera en bienvenu. guest star. C'est très gentil. Je sais pas si je serai à Paris, mais avec plaisir. Si j'y suis, avec plaisir. C'est le 10. Viens nous voir si tu es dans le coin. Carrément. Et on va essayer de faire ça un peu tous les trimestres, d'inviter la communauté du podcast et aussi peut-être Ben, d'autres créateurs de contenu au passage. C'est génial, moi, je trouve, hein, ce genre de Quintino choses où tu Tango, rencontres. Quintino Tango nous propose de faire une rencontre à Lyon, voire Genève. Donc, ça peut peut-être Genève, c'est moi, peut-être ça pour me Barnabé, va quoi, bien. ouais. Voilà. Allez, Donc, écoute, on va prévoir une rencontre à Genève alors. on va faire une tournée. Allez, je note, vous me donnerez la date. Mais ouais, Paris, c'est un peu plus loin, mais en tout cas, là, tous les événements qu'il y a eu là récemment sur Paris, enfin, c'est génial, quoi. Tu rencontres Ouais, les c'est gens, top. tu discutes, plutôt que d'être tout seul dans ton coin. Je trouve ça très cool. Ouais. C'est une super Ouais, initiative. carrément. Carrément. Bah écoute, Barnabé, merci beaucoup d'être passé sur le podcast. Et Oui, puis, grand merci. Merci à vous. Est-ce- J'espère que vous arriverez à en faire un truc. On est on parti va un voir peu. comment on va le marketer. Ça va peut-être être investir sur le fromage avec un gros abondance. Investir dans Ça le va poulet. J'en sais rien 500 comment. vues. Vous me remercierez, les gars. Me remerciez pas tout de suite d'être passé parce que Non. Le gros avantage du podcast, c'est que même si on met des titres pourris, on fait toujours à peu près le même nombre de vues que d'habitude. vous avez une communauté qui Ouais, revient. les gens s'en foutent. Voilà. Donc ça, c'est plutôt, Ça, c'est plutôt cool. On peut dire n'importe quoi. Ouais. C'était très sympa de te Exactement. recevoir, Barnabé. Merci beaucoup Avec d'être plaisir, c'était venu super nous intéressant. accorder un peu de temps. Merci C'est à super toi et puis intéressant, peut-être à la prochaine du coup. Ça Allez, marche, salut merci tout les le gars. monde. Allez, ciao. Salut.